Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde! Bienvenue à ce 21e épisode des Sommeliers de la lutte! Ici Max Perriard et je suis en compagnie du Nouveau-Brunswickois. Oui! Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien. Ça fut un périple sans bornes, ça fut... Parce que, tu sais, nous, au Nouveau-Brunswick, on est loin en région, donc Ouais. on se promène encore à cheval, en calèche. C'est ça. Donc, Y a-t-il la des routes route, qui se rendent? Ben, en fait, c'est ça l'affaire. C'est que là, il faut qu'on se rende en calèche jusqu'à Rimouski. Et de Rimouski, Ok. on embarque dans un bateau jusqu'à une rivière où on doit faire un 30 km de portage avec le canot. Avec ma mère qui a 70 ans, ça a été long. C'est 4 jours de pèlerinage. On a mangé de la truite, du saumon, des siffleux. J'ai même mangé du renard. On se nourrit bien avec ce qu'on a. Je me suis même essuyé les fesses avec de l'herbe à puce. J'ai de la misère à m'asseoir. Voilà. Eh oui, puis tout le long en plus, faut que tu traînes un espèce de gros fil qui amène Internet de la ville, là, tu sais. Ben, Fait que c'est ça, ça, ça je veux traîne dire, dans le bois à quelque part. Ben c'est ça, moi j'ai appelé Belle, puis j'ai fait comme là, Fib, là, avez-vous ça un long fil HDMI pour être capable d'apporter l'Internet au De, Nouveau-Brunswick? de quelques kilomètres de long, là. tu sais. Juste quelques kilomètres. Fait que là, ça, ils m'ont apporté une grosse bobine. Fait que je tirais là-dessus, là. À un moment donné, il a fallu que... Ça a pogné dans un coin à un moment donné, là. Fallait revenir une couple de kilomètres en portage pour débarquer En tout cas. Je vous enverrai, je vous ferai un... Je vous lirai ma biographie quand je vais être mort, voilà. C'est bon. Bon, ben, content que tu aies pu te rendre à bon port. Oui, je suis au Et, Nouveau-Brunswick, là, c'est ça. Ça va être de même pour les prochains quelques épisodes, là, devant le mur blanc du sous-sol chez ma mère. Sinon, ben oui, parce que je suis au Nouveau-Brunswick, parce que ma mère, je pense que je l'avais dit dans l'épisode avant, s'est fait opérer une hanche, elle va très bien. Elle a pris ses premiers pas comme un nouveau-né. Non, un nouveau-né, ça marche pas. Comme un bambin d'1 an qui découvre comment marcher. Ma mère aussi, avec une marchette. Yeah. C'est juste que c'est pas une genre de marchette en forme de chien, là, c'est juste une marchette de personne un peu âgée. Fait que, elle va bien. Ben, on lui souhaite bon rétablissement Ouais, ça va bien aller, ça va bien aller. à Maman Pierre. Génial. Moi, mon bar, ben, c'est ça, là, c'était le Super Bowl, hein, Oui. hier. Et moi, là, ça a viré sur le party, là. Vraiment Ouf. intensément, là. Ouf. Une des deux équipes, là, elle a gagné, puis c'était mon équipe qui a gagné. Ok. Fait que là, genre, je me suis mis knock-out. J'ai bu à l'infini. J'ai Ouais, genre ouais. tout mangé ce qui était possible de manger, côté Ouais. aile de poulet. Malheureusement, il y a eu quelques décès de poulet à travers ce périple. Écoute. Et ben c'est ça, tu sais, qu'est-ce que tu veux, j'en ai perdu un peu des bouts, mais j'espère que ça en a valu la peine, qu'il n'y a pas trop de vidéos de moi sur les réseaux sociaux, de moi qui parle la carte. Ah, j'en ai vu, mais c'est correct, tu dis rien de raciste, fait que ça Ok, passe parfait. bien. C'est bien Bon, correct. ben, C'est ça m'aurait étonné. Ah non, c'est ça, t'es pas quelqu'un de fondamentalement raciste, tu l'es juste... Non, tu l'es pas. Tu l'es juste pas. J'irais pas faire d'autre chose avec ça. C'est pas... non. Oh là là, mais non, mais le gag, c'est tout, on enregistre avant le Super Bowl, Ouais, fait que c'est je ça. n'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe On sait ce pas soir. On sait pas si Fait que- Taylor Swift elle est déçue ou heureuse. Exact. Ouais, Taylor Swift a peut-être explosé de joie, là, tu sais, t'imagines? Ça serait fou, là, à la télé. Peut-être. là. Peut-être. En tout cas, peut-être, mais là, vous le savez, nous, on le sait pas encore. Ouais. Fait que, sinon, côté public, hein, on a eu des petits débats qui ont eu lieu, hein, parce que, quand même, une grosse semaine de lutte, règle générale, mais surtout la WWE, tabarouette, on en a discuté dans les derniers épisodes, la semaine dernière, de les changements avec l'histoire de Cody, tout ça, ça en allait où. Et là, je pense qu'on a un Paul Lévesque qui nous a écoutés. Petit Parce Paul, il nous que- écoute, petit Paul. Là. Parce Ouais, ouais. qu'il a changé son fusil d'épaule, il a décidé que ça allait changer, il a fait une conférence de presse, ça s'est passé bien des affaires. Et là, suite à la conférence de presse, on a. Il y a plein de gens qui comprenaient plus. Hein. Fait qu'on a entre autres Raph, hein, qui fait juste publier dans une conversation le nouveau poster, puis qui fait Je comprends plus rien. Ouais, ouais. Et là, t'as Ellie qui répond Triple Threat. Fait que là, on sait pas trop. Et là, finalement, Dr. Kim qui fait Ça va faire comme en 2014, ça, c'est sa prédiction. Bryan contre Batista contre Randy Orton, mais cette fois-là, ça va être la version 2024 avec The Rock, Roman et Cody. Fait que là, tout le monde est mélangé, tout le monde ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Même nous, où on est situé dans le temps, moi je pense que c'est juste Roman contre Cody, mais il y a bien des affaires qui peuvent changer. Puis on aura la chance d'en discuter un peu plus tard en Oui. détail parce que ça va être cette semaine, ce sera pas un match, mais toi, ça va être
un peu Mon tout ce segment. segment-là. Ouais, c'est ça. Je vais survoler, en fait, tout ce qui s'est passé pendant cette conférence de presse Mhm. de la WWE. La première fois qu'on fait ça, donc on le fait depuis. C'est nouveau, j'ai l'impression que c'est depuis que TKO est un peu à la barre, puis faire quelque chose d'un peu Ouais. plus événement sportif, j'ai l'impression. Mais Exact. j'ai vraiment aimé ça. De toute façon, je vais le réviser avec toi et avec vous tous Ben oui. en détail. Donc on va avoir l'occasion d'en jaser en masse. Fait que si vous avez hâte, hein, vous pouvez aller dans les timestamps en bas. Hein. C'est écrit c'est où. Fait que vous pouvez pas vous attendre à... Hein, faites ça, Vous sinon pouvez skipper là, la chronique Lexix, puis la chronique qui le fait mieux, puis passer directement là. Boum! C'est conférence de presse. Ben, tu sais, on vous le conseille pas, mais Non, si vous non, voulez le non, faire, vous pouvez le faire. Et Pour justement... l'expérience, c'est tout le temps mieux. Là. Eh oui, exact. Et on commence justement avec une chronique, la chronique Lexix. Et là, c'est un mot cette semaine, Pierre, que je pensais que j'avais fait, parce que c'est quand même un mot qu'on utilise souvent, et c'est le mot bump. Donc, Oui. bumper, tout ça. J'ai traduit ça un peu avec le mot chute. Je sais pas si c'est le bon truc, un peu une chute ou une petite chute que tu fais. Fait que ça, c'est lorsqu'un lutteur va au sol, va au tapis, ou va à l'extérieur, et là, pour pas se blesser, ben, il fait un bump, donc c'est un peu avec les bras, là, clac, tu donnes un coup en arrière, t'atterris sur le dos, de manière de ne pas te blesser. Ça, c'est le faire. La plupart du temps, on bump par en arrière, mais on peut également bumper de plein d'autres manières différentes. Par en avant, les gens vont prendre un peu une version inversée et mettre les mains en avant de, évidemment, se péter la gueule sur le sol. Arrière, on le voit plus souvent. Donc, il y a même des gens, là, des gens plus expérimentés, là, qui tombent presque sur la nuque. Ouais. Hein? Ouais. Qui fait ça tout le temps, là, Pierre? Tomber direct sur la nuque. Kenny Omega. Ouais, Kenny Omega le fait. On a Naito. un Okada qui le fait souvent. Fait que, Je vous conseille pas du tout d'aller voir un match, je pense que c'était en 2017 à Wrestle Kingdom. C'est Naito contre Okada. Me semble que c'est 2017. C'est alentour de ces années-là. Puis c'est un match où l'histoire du match, c'est qui va fendre de la nuque avant. Il n'y a personne des deux qui fend de la nuque, mais ça reste que les deux ont l'air de se dire OK, tu vas bumper super fort sur le haut de ton dos. C'est ça l'histoire du match. C'est un peu dégueulasse, mais quand même intéressant. Ouais, puis je suis surpris de pas l'avoir fait avant parce que quand tu apprends à devenir lutteur ou à devenir lutteuse, c'est la première chose que tu apprends. De sécurité. Et tu ne feras jamais même si t'es manager, même si t'es un agent sur le côté, tu ne recevras jamais de coups si t'as pas prouvé que t'es capable de faire un bump. Donc, tu sais, c'est la manière, si on veut, de très sécuritaire de le faire. Tu sais, quand on dit don't do this at home, puis tout ça, là, les avertissements qu'il y avait à l'époque, avant les spectacles de la WWE. Mais ça, c'est vraiment ça. Tu sais, on ne laissera personne être dans un contexte de lutte qui ne sait pas comment avoir la bonne technique pour bumper. Fait que toutes les personnes qui sont impliquées dans le match, qui rentrent dans le ring, fait que le manager, valet, même les arbitres, c'est ça exactement. Ouais. Tout le monde est capable de bumper parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer pendant un match tellement c'est imprévisible. Fait qu'il faut que tout le monde soit en sécurité dans le contexte de la lutte. T'sais. Fait que comme ta maman qui a réappris à marcher, mais bumper, c'est la première chose qu'on fait quand on a un petit bébé lutteur. C'est le premier, au lieu de marcher, avant de marcher, faut que tu bumpes. Fait que ce que tu me conseilles, c'est que je pousse ma mère à savoir si elle est capable de bumper. Exactement. En fait, ça serait ça. Fait qu'avant qu'elle commence à marcher, il faudrait qu'elle bump. Ta mère. Ça tombe, elle va pas se faire mal. Ça tombe, elle sera pas mal. Exactement. Petite parenthèse, le meilleur bump, un des bumps les plus loufoques que j'ai vu, je crois que c'est dans un des... les films que The Miz a fait, c'est John Cena qui les a fait, après c'était The Miz, après c'était Ted DiBiase Jr., le film de guerre, whatever. Ouais. Je pense que c'était Ted DiBiase Jr. The Marine. The Marine, merci. Il se fait lancer contre un char, comme le dos contre un char, puis il bump contre les vides du char, comme il se battait contre un autre, puis il a bumpé directement. Ça m'a fait beaucoup rire. Fait comment le naturel, chasse naturelle, il revient au galop, là, c'est exactement ça. Là, comme le lutteur est jamais loin, là, même si il a un rôle de Marine, Ted DiBiase Jr. Ah, vraiment. Puis c'est une manière de vraiment bien se protéger, puis ça devient comme un réflexe. On appelle ça un muscle memory, donc un réflexe de muscle. Donc, la mémoire des muscles. Tu le fais tout le temps quand tu tombes. Là, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, à l'audio, c'est un peu triste. Vous voyez, on étire les bras là, quand on fait le bumper, là, mais c'est que le but est de mettre le plus de... comment je dirais ça? Pas de volume, mais le plus de circonférence possible par terre pour le plus de plat possible. De surface. Pour comme étendre l'impact ou le choc
sur le parterre. Fait que c'est ça qui est le but. Fait que ceux qui bumpent directement sur la nuque, une nuque, là, c'est comme grosse comme ça. Fait que ça fait beaucoup mal, ça fait beaucoup bobo. Exact. Fait qu'on essaie d'étendre ça. Fait que bref, s'il y en a un jour qui nous écoutent et ils veulent devenir lutteurs, lutteuses ou qui sont en voie de le devenir, qui font des trucs, n'hésitez pas. Encore plus que ça, pour venir nous le dire, c'est j'ai donné comme cadeau de Noël à ma copine des cours de lutte. Ça fait longtemps qu'elle y pense, ça fait longtemps qu'elle veut le faire. Faut juste trouver un moment où elle est libre parce qu'elle est très occupée. Puis je lui paye des cours de lutte. Fait que pour venir nous dire là, quand on va avoir mal au dos, de faire comme ça fait mal. C'est ça. Tu sais, parce que il y a le faire de manière professionnelle, si on veut, être payé tout ça, mais même de manière amateur, quand on commence, c'est la première chose qu'on va te montrer. Fait que s'il y en a qui ont vécu un peu un entraînement, ben venez nous le dire dans les commentaires. C'est comment bumper, c'est quoi le feeling sur le corps, comment on se sent après. La plupart des gens qui nous disent les premières fois, ça t'es raqué le lendemain un peu. En fait, j'ai entendu même que les cordes, c'est une des choses qui fait le plus mal parce que c'est comme les lutteurs qui pèsent 250-300 livres, ils ont l'air de rebondir là-dedans. C'est des cordes de métal avec un petit enduit de caoutchouc dessus. Fait que c'est ça fait comme des brûlures, comme si tu tombes. Tu sais, quand tu tombes, quand tu étais genre au primaire, puis tu tombes à genoux sur un plancher de gym, puis ça brûle. Sur les genoux, là, tous les genoux comme brûlés à cause du plancher. C'est exactement la même chose, mais dans les cordes de lutte. T'imagines ça genre dans le dos. Ouais. Fait que félicitations. C'est vraiment ceux qui disent que c'est pas un sport, là, la lutte. Là. À chaque fois, ça me fait un petit peu graisser des dents. Je suis comme, tu sais pas le travail qu'il y a derrière toutes ces personnes-là. Ah oui, vraiment. Et on enchaîne avec la prochaine chronique. Ta chronique, Pierre. Qui le fait mieux? Qui le fait mieux? C'est quoi cette semaine, Pierre? En fait, qui le fait mieux? Qui fait mieux ton rêve, Max? C'est mon rêve? Ça se met... Oui, le K-pop. Qui fait mieux? Le K-pop. J'ai 3 choix extrêmement différents. Le premier, le classique, celui que tout le monde connaît, celui que tout le monde reconnaît, celui qui a l'air de faire ton rêve directement sur un cheval. Shawn Michaels. Ben oui. Premier, Shawn Michaels. Je m'attendais à ce que Shawn Michaels y soit. Je dirais que même qu'il a popularisé mon rêve. Je pense que oui. Moi, c'est la première fois que j'ai vu mon rêve se faire, ça devait être Shawn Michaels qui l'a fait. Le deuxième, qui l'a apporté aussi à un autre niveau, qui, je trouve, le fait de façon un peu différemment. Des fois, on a l'impression qu'il ne réussira pas, mais réussit toujours à s'en sortir. C'est The Rock, qui aussi a un K-pop extrêmement fluide. Et le dernier, une variante, pas variante, mais un peu différent, c'est celui, le Orange Cassidy avec les mains dans les poches. Ah ben oui, Orange Cassidy avec les mains. Je devine que pour toi, c'est Shawn Michaels qui le fait mieux. Moi, ça va être Shawn Michaels, mais quand même pour l'explication, ce que j'aimais du K-pop de Shawn, c'est que c'était un peu puis c'était un peu dans les mêmes années, tu sais, t'avais Undertaker qui se relevait à vertical puis qui faisait un peu un no-sell après avoir reçu un move. Oui. Mais Shawn, c'était le même principe. Il recevait un immense mouvement, les deux étaient à terre, et là, il faisait un K-pop, mais il faisait un K-pop. Là, de nos jours, le K-pop, tu sais, t'es puissant quand tu le finis, mais Shawn réussissait à le vendre comme s'il était, genre, chambranlant après le K-pop. Et j'ai tout le temps aimé cette version-là de Shawn Michaels, où que c'est tellement un move impressionnant, mais il réussissait à nous le vendre comme s'il était encore affaibli après l'avoir fait. Fait que, non, Shawn, c'était... Puis surtout avec tous ces autres moves, là, on s'entend sur une Chin Music qui enchaîne un K-pop. C'est très beau. Là. Il se lève, puis tout de suite, paclaw. C'est des beaux enchaînements. Ouais, fait que Shawn Michaels est celui qui fait le mieux, mon rêve, selon moi. Mais peut-être qu'un jour, je serai parmi les choix. Peut-être qu'un jour, ça sera genre Max Perriard, le meilleur rêve, le meilleur K-pop, je sais pas. J'aimerais ça. Faut être capable de réaliser nos rêves. Hein, on va espérer. Continue de rêver. Toi, c'est qui? Shawn Michaels pour un peu les mêmes raisons, mais je forcé d'admettre que celui de The Rock, je l'aime beaucoup parce que, contrairement à Shawn Michaels qui le faisait un peu dizzy, puis comme c'était un enchaînement, puis The Rock le faisait un peu pour être cocky. Ouais. C'est comme. Il atterrissait très bas aussi. Le cul il était genre très très bas du sol. C'est pour ça que je disais comme. Il le fera pas. Mais non, il réussissait tout le temps à affecter. C'est ça, très différent, un peu moins de pouvoir dans les jambes. Je sais pas exactement comment tu fais le K-pop. Là. Je suis pas assez athlétique pour ça. Fait que The Rock pour moi, mais quand Orange Cassidy commençait à le faire il y a 4-5 ans avec les mains dans les poches, je fais comme OK. Il est bon pour faire ce qu'il fait avec les mains dans les poches. C'est ça. Faire mon rêve avec les mains dans les poches, ça aussi, c'est un peu baveux. Puis à chaque fois, je suis comme, ok, parfait. Génial. Et on va justement enchaîner avec The Rock, entre autres, mais cette fameuse conférence de presse, première fois qu'on fait aussi
comme tu l'as dit, ce genre d'exercice-là à l'intérieur de la WWE. Et moi, je savais pas trop à quoi m'attendre là, avant de le voir. Je savais pas si ça allait être plus style un peu All Elite ou à la fin d'un pay-per-view où c'est plus des questions, il y a une petite table. Puis même dans des événements sportifs, tu sais, on appelle les gens, il y a une table, tout ça. Mais on y a plus été dans un format qui ressemblait à un spectacle de lutte, mais pas de ring. On a juste une rampe, puis les gens arrivent, il y a des entrées, il y a un gros affichage. Fait que ça avait l'air d'un petit spectacle de promo. Ouais, puis c'était dans un aréna, comme, tu sais, si vous avez déjà été voir des shows dans un aréna, puis des shows un peu moins gros, souvent des shows d'humour vont être dans ce setup-là. Ils coupent l'aréna en deux, même au tiers. Fait que t'as tout comme le premier tiers de l'aréna complet entouré devant ces grands écrans-là. Même plus que ça, on a commencé avant avec une table un peu comme un pre-show de pay-per-view, de PLE. Dans la foule, un peu, un peu en arrière de la foule, exactement. Michael Cole, Pat McAfee, qui était annonceur, ou qui animait un peu ce panel-là. On avait aussi CM Punk avec son bras dans un attel. Pas kayfabe du tout, c'est vraiment... peut-être que l'attel était kayfabe rendu là. Hey, dis pas ça, parce que CM Punk va te dire qu'il va vouloir te casser à la gueule. Il va vouloir te donner un coup de poing si tu... Ouais, mais il pourra pas, s'il est droitier, puis... mais il se lève pas à voir, CM Punk. CM Punk, là, tu fais de quoi, puis il te donne un coup de poing sur la gueule. C'est son conseil, tout le long. De l'exercice. T'as quand même raison, faut pas te laisser abattre. Moi, si quelqu'un me frappe, me le frapper. Mais ça fait rire, à chaque fois qu'il ramenait ça, t'es comme, pourquoi il l'a pas frappé? Pourquoi il l'a pas frappé? Qu'il frappe quelqu'un? Frappe-le! C'est ça sa solution à tout. C'était très école primaire. Mais j'aime beaucoup CM Punk, il contrôle très très bien ce qu'il fait. Fait que c'est ça, des super bons commentaires. Puis il est bon, là. Il sait comment aller piquer tout le monde, puis quoi dire, puis j'ai vraiment aimé ça. Et on a eu un de mes préférés. Je suis tellement content de le voir dans ma TV. Le phénoménal, le grand, l'épais, puis pas au sens figuré, il est littéralement épais. Biggie qui était là. J'étais content de le voir dans ma TV. Une fois qu'on le revoyait suite à la grosse blessure, grosse opération, qui peut-être va mettre fin à sa carrière, on sait pas, mais... C'était le fun de le revoir au moins dans un contexte de la WWE. Il est comme un peu moins habitué à ce genre de panel-là, mais on sentait qu'il était bien entouré. Il était entouré de 3 personnes qui peuvent discuter pendant 1000 ans, toutes seules, s'il faut. Là. Fait qu'on sentait quand même, peut-être un peu intimidé par le micro, par sa position, mais quand même super pertinent, puis très à l'aise. Biggie, charisme de fou. J'étais bien content. Et contrairement au panel justement de pre-show, je sentais que c'était un petit peu plus sans filet. Je sentais pas que les gens, ils savaient ce qui s'en venait ou que sur leur papier, ils savaient, OK, qu'est-ce qu'on va dire quand ça va arriver. J'avais vraiment l'impression qu'on a laissé tout le monde y aller, puis genre réajuster à ce qui se passe, puis c'est ce qui s'est passé. Puis même encore plus, vu qu'on n'était pas attaché à un diffuseur, on n'était pas à Fox, on n'était pas à l'autre place qui est USA Network, c'était beaucoup plus lousse dans ce qu'il pouvait dire. Je vais venir tantôt, dans pas longtemps, mais Bianca Belair qui a dit le nom de Sasha Banks, que même Triple H, qui a été super, vraiment pas shoot, mais pas super kayfabe non plus, qui a été très direct puis très ouvert avec tous les propos. Fait que même les 4 panélistes, même Michael Cole qui a présenté CM Punk comme le pipe bomb specialist ou quelque chose comme ça, fait que de nommer quelque chose que la WWE n'aime pas habituellement ou aime pas souligner. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que de ce panel-là, finalement, on entend la musique de le papa de tous, Triple H, Paul Lévesque, pas Paul. Paul Triple H Lévesque. Je sais pas si t'as vu, ils ont commencé à faire ça, là. Ils ont mis des guillemets à côté. C'est rendu un surnom maintenant. C'est son surnom, c'est même plus... Mais moi, je pense qu'on commence à faire une petite transition vers un Paul Lévesque à temps plein, éventuellement, pour séparer le lutteur du monsieur qui gère tout. Ben, vois-tu, c'est un détail que j'avais pas remarqué et je vais y venir en fin de chronique sur mes quelques théories de vers où ça peut s'en aller. Ça fait peut-être un peu de sens. Fait que, c'est Papa H qui arrive, qui nous parle, qui est content d'être là, puis qui accueille les gens, puis il nous parle des récents changements de la WWE avec TKO, le contrat Netflix, les 40 ans de WrestleMania. Il nous défile là, plein de noms de lutteurs. Ça, c'était très conférence de presse. Voici les médias de l'info, puis mettez ça dans vos articles. Exactement. C'était ça, des keywords, puis il était là pour faire ça.
mais j'ai quand même trouvé super content d'être là, super simple, super facile, mais Triple H a toujours été bon au micro, ça n'a jamais été celui qui a révolutionné non plus le micro, fait qu'il a fait ce qu'il fait, il l'a bien fait. Il a dit, entre autres, c'est une nouvelle époque, c'est une nouvelle ère, c'est un nouveau WWE, je vous promets que vous avez encore rien vu, fait qu'ils ont mis la barre haute, mais ils sont prêts à la mettre encore plus haute, fait qu'ils mettent nos attentes en deçà de ce qu'on voit déjà, puis j'haïs pas ça. J'ai l'impression que, justement, avec ce qu'on a vu à la conférence de presse, et j'espère qu'en 2025, avec Netflix, c'est ce genre de liberté-là qu'ils vont avoir, qui seront plus aussi retenus par les diffuseurs. Bref, on verra rendu là, mais j'espère que ça s'en va vers quelque chose d'un peu plus libre comme produit, un peu comme on peut voir des fois à l'All Elite. Mais c'est ce qu'on peut penser, dans le sens où Internet, normalement, a une plus grande liberté que la télévision. À voir si le contexte médiatique va changer, puis que peut-être que non, si la censure ou une certaine forme de censure va se ramener parce que Netflix n'aimera pas ça. Là. On s'entend, Netflix aussi est pas. Quand on ramène, mettons, des vieilles séries sur la plateforme, les épisodes problématiques, on les enlève quand même. Oui, il y a quand même une ligne directrice à suivre, mais peut-être au niveau de sacré ou au niveau de sang, peut-être qu'on aura plus de liberté chez Netflix qu'à la télé. Une coupe de F-bomb puis quelques blade jobs qui vont être faits, mais faut pas non plus que ça devienne un dérivé d'All Elite, parce que All Elite c'est un produit, WWE c'est un produit, mais bref, la conférence de presse continue. C'est Bianca Belair qui est la première invitée, si on veut, à arriver sur... qui fait une belle petite promo là, qui promouvoit sa télé-réalité avec son mari Montez Ford, blablabla. Elle parle ensuite de ses victoires à WrestleMania, c'est là qu'elle name drop Sasha Banks, Asuka, Becky Lynch, puis qu'elle annonce qu'elle n'a pas encore de personne avec qui elle va se battre. Personne qui l'a choisi encore pour aller se battre. Elle aimerait ça elle rester invaincue. Est-ce que ça va être contre un adversaire avec une ceinture? Sûrement pas, mais contre qui ça va être, on ne sait pas. Mais chose sûre, c'est qu'elle veut rester invaincue à WrestleMania. Et là, ça, c'est très intéressant qu'on ait décidé de mentionner cet état-là, parce que ça fait plusieurs années qu'on se dit qui sera le penchant féminin d'un Undertaker. Et là qu'on commence à souligner un petit peu qu'elle est déjà invaincue. Est-ce que c'est pour un début de build, évidemment, qui se fera sur vraiment beaucoup d'années? J'ai pas fait le lien, mais elle est capable. Elle serait capable. Exact. Je pense que c'est parce que les 4 Horsewomen ont des défaites à Mania. Fait ça ne peut pas être elle. Bianca est la next one qui n'en a pas eu encore. Donc, à voir, mais le fait qu'on installe ça, je suis comme, peut-être que c'est un plan très long terme qu'on a avec Bianca. On est rendu dans des records de longévité là, chez WWE, là, fait que j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qu'on essaie d'installer. J'avais pas vu ça, j'adore ça. Ensuite, c'est Rhea Ripley qui vient Bianca Belair quitte. Des applaudissements, ça tourne, tout le monde est content de la voir. Super babyface. C'est Rhea Ripley ensuite qui rentre et vient se féliciter de savoir que Bayley a préféré choisir Io Sky comme adversaire à WrestleMania. Elle dit, je te comprends, Bayley, de ne pas prendre le risque de perdre l'opportunité à WrestleMania. Tu as choisi Io. Je sais que contre moi, ça aurait été un plus gros risque là, de vraiment avoir... Tu as l'opportunité. Pourquoi scraper ça? Puis je la comprends. Moi, Rhea me fait très peur. Ensuite, c'est une meilleure manière aussi de vendre que peut-être ce qu'on a fait du côté des gars. On n'a pas senti que Rhea était rabaissée par ce choix-là. Au contraire, elle s'est comme un peu remontée grâce à ça. Exactement. Fait que c'est ça la démotionne pas, ça la réduit pas du tout, un peu comme c'est en train de faire avec Seth présentement. Fait comme, il se trouve où dans tout cet amalgame-là? C'est Becky Lynch qui arrive et qui interrompt la championne, qui vient de dire que c'est certain. Elle est certaine qu'elle va affronter Rhea Ripley pour la première fois à WrestleMania, à moins que Rhea ne survive pas à Nia Jax à Elimination Chamber? Mm-hmm. Peut-être. On sait pas, mais c'est surprenant selon moi, mais peut-être. Ça m'étonnerait. On les sépare finalement parce que ça devenait très intense entre les deux. On a dû les séparer. Elles sont sorties, donc moi j'aime bien qu'on est en train d'installer ce que va être, là, d'après moi, là, 95%. Là. Ouais, c'est un peu dommage pour Elimination Chamber, pour le match, parce que là, à voir, là, quand on sera rendu à nos prédictions, qui d'ailleurs, mais ça votre calendrier, sortiront lundi prochain. Donc lundi prochain, parce qu'en Australie, c'est le samedi, c'est au milieu de la nuit. Donc on va les sortir le lundi. Et vous devez les faire avant le vendredi soir, là, on s'entend.
vos prédictions. Mais effectivement, ce match-là, Elimination Chamber, est-ce qu'il était un peu déjà pimpé d'avance vers Becky avec la conférence de presse qui a eu lieu? À voir, mais c'est le goût que ça m'a donné, moi. Becky va gagner le Chamber s'il y en a un. Ils l'ont pas encore annoncé. Ils l'avaient pas annoncé à ce moment-là, effectivement. C'est exactement. Puis, Naya, comme, elle gagnera pas contre Rhea. Fait que c'est un peu plate. Ça indique déjà qu'est-ce qui va se passer dans ce pay-per-view-là. Mais je suis certain que les matchs vont être quand même très, très bons. C'est le tour des garçons ensuite. Seth Rollins qui rentre, son entrée, il est content d'être là. Il dit qu'il n'y a pas encore d'adversaire à WrestleMania, que Cody l'a pas choisi, mais est-ce qu'il va le choisir? Et lance encore une pointe à Roman, a dit qu'il y a eu j'ai quand même eu un bon pop, là, donc ça c'est le... Ouais, hein, ben ça fait quelques fois qu'il le dit depuis comme 3 que... semaines, là, D'après moi, ça a touché l'ego, moi, ça a touché l'ego de l'humain. Quand Rain a dit ça un peu de manière semi-improvisée, là, quand il n'y a pas eu de réaction quand il a dit. Et là, ça fait 3-4 fois, il l'a fait à Raw, il l'a fait à la conférence de presse, que hop là, on sent un Seth Rollins qui l'a mal pris de se faire dire ça. Ouais. Fait que c'est ça, même si c'est des chums dans la vie, peut-être que c'est ça, il s'amuse à se lancer des points, puis c'est venu toucher une fibre, là, quelque chose. Ouais. Rollins demande à Cody de venir. Allez! Cody, viens sur la scène dire qui que tu vas choisir, donc viens pointer moi, s'il vous plaît. Mais non, c'est Roman Reigns qui fait son entrée. J'allais pour faire la toune de Shield, mais c'est plus ça. Maintenant, c'est juste un peu comme la toune de Bayley, les deux, je mélange tout le temps. Comme si Dieu descendait sur Terre. Là. Ah ben oui, complètement. Il est en God mode, fait qu'il y a un peu de ça quand même, tu sais. Rollins qui dit bon, pour une fois que t'es venu au travail, que t'es là, que t'es présent. Roman qui dit toi t'es venu au travail mais avec les souliers de ta femme. Deux enfants. Ils sont pas contents. J'ai préféré la ligne de 7, moi de mon côté. Ouais, moi aussi. Roman Reigns qui prend la parole puis qui dit parlons de Cody Rhodes 2 secondes. Puis là, il constate que Cody Rhodes est pas capable de faire son choix pour WrestleMania. Il est comme il a attendu trop longtemps. Là, c'est assez. La niaiserie, là, c'est lui-même. C'est moi qui va faire mon propre choix. Je vais choisir. Ça va être qui, mon adversaire. Il prend son temps. Puis là, on entend dans le public des Cody Rhodes, The Rock, Cody Rhodes, The Rock. Puis Reigns, finalement, fait son annonce et il va affronter. Il veut affronter The Rock. Il va affronter. C'est ça qu'il dit. Il va affronter The Rock. Il y a des gros graphiques qui arrivent sur les gros écrans. Roman Reigns contre The Rock. Fait il a parlé à quelqu'un de la production pour être capable d'avoir ça. Le choix a été fait. Il y a quelqu'un quelque part qui a dit oui. Sûrement le Wiseman, à quelque part, il était voir un tech et ça va me faire des beaux visuels. Absolument. Ben oui, Roman Reigns, c'est lui qui contrôle tout. Là. Il contrôle la WWE. Sauf que... j'en reparlerai. On va reparler pour les promos du SmackDown de cette semaine. Que c'est pas tant Roman qui contrôle tout. Finalement, on entend If you smell what's cooking, c'est The Rock qui arrive. Il joue avec le public. C'est long. Mais c'est Rock. Et là, il arrive comme face. Ouais, il arrive comme face. Mais là, il entend des huées. Il commence pas sûr. Il se bande. Et là, je sais pas si tu l'as écouté live, toi. T'étais-tu live? Ouais. Moi, live, j'étais comme, comment il va réagir, puis on peut aimer ou ne pas aimer, mais je pense c'est difficile de pas aimer The Rock, parce qu'il est tellement bon pour, seize the moment, et même si tout le monde le déteste, il est capable de faire que tout le monde arrête de parler, il y a une rythmique dans sa voix qui fait que, même s'il est méchant, et là, tu le sens qu'il est tweener, et ça m'a rappelé les bonnes années de The Rock, là, ce moment-là, parce que je le sentais pas juste un face, je le sentais, ok, je surfe sur quoi. Puis selon ce qu'ils me donnent, je surfe sur ce qu'ils vont me donner. Fait que si vous avez la chance, c'est gratuit sur YouTube, allez voir ça. C'est vraiment une excellente promo de The Rock, ce qu'il nous fait. Ah, vraiment, il est excellent. Puis il est bon. Puis là, tu fais comme, il me semble que c'est trop long. Là. Il attend trop. Mais non, il attend pas trop longtemps. Il sait exactement ce qu'il fait. Ouais. Il a pas perdu un beat, comme tu dis. Il est là. Il connaît le travail. Il sait le travail. Puis ça devait être planifié d'avance, qui tourne real, ça n'a pas le choix, mais... D'après moi, oui, mais de la manière qu'il le fait... À 48 heures d'avis, ça fait pas 8 ans que c'est planifié, d'après moi. Non, moi. ça fait pas très longtemps.
Mais ça, la façon qu'il le fait, c'est subtil, c'est bon. Il y a des raisons pourquoi il tourne heel. Là. C'est pas juste je tourne heel pour tourner heel. Il y a une raison pourquoi il tourne, puis je vais vous le nommer. Fait qu'il est là, il demande au public, finalement, il s'adresse au public qui de lui ou Roman Reigns sortirait vainqueur de ce match. Puis aussi, d'après vous, est-ce que ça serait le plus grand main event de l'histoire de la lutte au monde? Puis là, la foule est comme We want Cody. Puis il est comme ok, mais je comprends pas. Puis là, The Rock vise directement les gens, puis comme les Cody Crybabies. Vous êtes juste des gens qui chialent sur Internet en 2 bouchées de croquettes. Ça, c'est une affaire qui me gosse vraiment beaucoup, là, parce que je sais pas pourquoi il dit ça. Nous, là, Cody, on fait juste l'aimer, on veut juste qu'il gagne, puis juste The Rock, il vient nous dire, ah, t'as pas le droit de faire ça. C'est une gosse, The Rock. Je te comprends. Je suis à la même place que toi, puis en plus, The Rock après, j'essaie de continuer, je suis pas capable. The Rock ensuite, ça va être prêt en plus, ça doit faire longtemps qu'elle traîne là. Un peu. C'est depuis hier, là, depuis jeudi, Exact. là, quand j'ai écouté la conférence. Elle est prête depuis la conférence. C'est la vente de croquettes qui a augmenté jeudi dans toutes les épiceries des États-Unis. The Rock ensuite, et puis c'est là qu'on sent toute l'écriture derrière, puis toute la subtilité derrière ce heel turn-là. C'est The Rock qui nous présente ensuite l'arbre généalogique de sa famille, puis il raconte comment son grand-père puis celui de Roman Reigns ont fait un pacte de sang il y a longtemps de ça. Preuve qu'il y a juste une seule famille qui domine, une seule famille puissante, royale dans le monde de la lutte, puis il y a de l'emphase sur une seule famille, puis on est une famille, puis c'est nous. Et famille royale aussi, hein, parce que si on écoute le petit theme song de Cody Rhodes, il y a genre ces mots-là qui sont dit. C'est ça, exactement. Puis je trouve que ça légitimise un peu le match de Reigns contre Rock, de faire comme, ok, ben, c'est vrai, c'est gros, c'est l'histoire, c'est les 2 personnes qui représentent la famille, le bloodline, cette famille-là. Et là, peu importe le média aussi, moi ce que j'aime des bons méchants, c'est des méchants qui ont des raisons légitimes de le faire, puis qu'au final, même si t'es pas d'accord avec lui, tu comprends le raisonnement du méchant. Ah ben oui. Et c'est un peu comme un Thanos qui était comme, non mais la surpopulation, faut tuer tout le monde avec le snap, puis ça fait un des meilleurs... Il est pas méchant, il est juste... Il veut pas de la... C'est sa vision, puis pour lui, c'est pour le bien commun. Puis The Rock, c'est ça que j'aime. Et voyez l'histoire de la famille. Voici le meilleur main event qu'il peut pas avoir. C'est genre, ça découle de dizaines d'années, de génération à génération de lutteurs qui s'amènent pour faire ce main event-là entre 2 lutteurs de cette même famille-là. Fait que tout est légitime. Puis le fait qu'ils soient en crise que Cody vienne dérailler le plan, c'est légitime aussi. Fait que tout ça est très bien exécuté et ça servirait sur un dixaine un peu. Là. C'était un gros bateau à revirer sur un dixaine puis ils ont réussi à le faire. Puis chapeau à Triple H et à l'équipe du booking. Ouais, ben oui, vraiment. Puis c'est ça, dans le prochain, peut-être 2 minutes là, dans ce que je vais vous dire, là, il y a des mots-clés puis il y a des moments très clés qu'il fallait qu'ils soient bien exécutés et ça a été fait à la perfection parce que on entend une voix. Attendez un peu. Hold on. Est-ce la voix de Dieu qui descend du ciel? Non. C'est la voix de Cody qui rentre. Un simple humain. Ce n'est qu'un mortel. Simple mortel. Et attention, pas de musique. Donc, on n'entend pas. There's more than one royal family. On l'entend pas, puis surtout on fait, c'est-tu prévu? Tu sais, tu peux te dire ça, parce que depuis le début, il y a des musiques quand le monde arrive. Lui, tu l'as en arrière, puis il écoute comme les gens écoutent la télé dans la lutte, là, il écoute la télé comme ça. Ouais, c'est ça. Puis là, il écoute, là, comme, je n'aime pas ce qui se passe. Les gens, ils écoutent de trop proche, là, des grosses télés 60 pouces, là, moi, je trouve. Drette là. Tu peux te reculer un peu, là, ok. Mets-toi à droite, là, la caméra va s'ajuster, là. C'est des caméramans, ils savent comment filmer. Anyways. Parenthèse, là, les Young Bucks, au début, dans la première année là, de All Elite, tu les voyais écouter des télés un peu de dos, mais vraiment très proches. Ils l'ont souligné. Puis là, All Elite, maintenant, font exactement ça, puis ça me fait rire. Là. Fait que c'est ça, c'est la voix de Cody Rhodes qui sans musique, comme on l'a dit, qui rentre puis qui dit tout ça, là, c'est de la merde, c'est de la bullshit. It's all bullshit. De la merde de taureau. C'est complètement de la merde de taureau. Complètement. Il rappelle à Roman Reigns que c'est pas dans son droit de choisir son adversaire de WrestleMania. C'est lui
qui a le choix. Et ça tombe bien, Cody Rhodes a pris sa décision. C'est fou. Le timing de ça. Là, on voit Seth en arrière, là, tu sais, Seth Ouais, encore là, et comme, c'est moi. C'est qui? Et il dit, c'est le gars avec les cheveux longs. Et oui, et là, et moi, ça, là, pour vrai, encore à ce moment-là, même si ça avait bien été construit jusque-là, j'avais encore un doute, moi, dans ma tête. J'étais comme, on va-tu assumer que Cody, sur un stage, va dire, je choisis Seth Rollins pour qu'on... Tu sais, juste au moment... Tout le monde s'en aille, là, comme... Mais tu sais, c'est ça la force d'une bonne histoire, c'est que jusqu'à temps qu'ils le disent, j'avais encore des doutes. J'étais comme, il va-tu dire Rollins? Il va-tu dire Reigns? Je savais pas, ça s'en allait vers où, ça s'en allait vers quoi, et ça... C'est ce que tu veux vivre quand t'es fan de lutte. Le flou entre la réalité et la fiction, il était parfait. C'est là où le timing est bon, tout se fait bien, tout le monde a joué son rôle à la perfection, même Seth Rollins, qui est juste en arrière, qui pendant que, un peu plus tout ça, on recule un peu dans le temps, quand Roman Reigns a dit « Je choisis de prendre The Rock », t'entends off-mic un Seth qui crie « That's not how it works », c'est pas de même que ça marche, c'est pas de même que c'est supposé d'être. Fait que tout le monde joue son rôle à la perfection. Fait que Cody... Point Roman Reigns, je veux me battre contre Roman Reigns. Roman Reigns, il veut rien savoir pour lui. Le match contre The Rock est déjà décidé. Pas question de refaire le match de l'an dernier. Rhodes a déjà eu sa chance. Il a perdu. Tout le monde se fout de savoir s'il va finir son histoire. Je m'en fous. Roman lance, t'es ridicule. Tu ridiculises ta famille. T'es même pas intéressant comme ton père. Comme s'il était à la maternelle. Oui. Mon père est plus fort que le mien. C'est là que ça commence à mal tourner. Roman Reigns, Cody plutôt qui dit « Ah ouais, Roman Reigns, tu veux parler de famille? Ben, comment est-ce qu'il va, Jay? » Parce que oh, snap, oh. Là, Cody Rhodes continue, il dit vous parlez que vous êtes la tête de la table, mais aucun de vous deux a jamais cuisiné quoi que ce soit dans les 2 dernières années. Des grosses lignes assassines. Il ajoute que si son grand-père était toujours là, que si le grand chef, le père de Rock, était toujours là, il y aurait honte de vous. Et là, ça, c'était la ligne qui a fait déborder le vase. Ça, là, tu peux pas dire ça à The Rock. La carcasse immense de ce rocher qui est Dwayne Johnson s'avancer. Pas tasser Roman, mais presque. Puis faire comme... Cody Rhodes, c'est ça, il s'avance dans la face de Cody Rhodes, puis il est comme... OK. Parce que si t'insultes son grand-père, t'insultes mon grand-père. Si t'insultes lui, t'insultes moi. Son sang, c'est mon sang. Lui, c'est moi, on est pareil, la famille, le bloodline. À cette heure, maintenant, on a un problème. Puis il t'a collissé une gifle dans la face à Cody. Mais je pense que j'ai vu la tête de Cody faire un 360. Ça rentrait. Seth Rollins qui est toujours là, qui est en arrière, il s'incruste là-dedans, la tension monte, tout le monde veut puncher tout le monde, mais Triple H est là, Nick Aldis, Adam Pearce du monde qui était backstage viennent séparer tout le monde. Shit hits the fan. Puis là, tout le monde est comme à Triple H, là, c'est vrai, tu vas régler ça, tu vas t'occuper de ça, aille bien. Finalement, on finit là-dessus, on retourne aux panélistes. Il y a quelques commentaires. Ils comprennent pas trop, là, tu sais. Ils savent pas trop ce qui se passe exactement. Ils sont aussi, mais un Pat McAfee qui semble rien comprendre de ce qui vient de se passer. Les autres ont plus l'air de faire, OK, ça s'en va vers ça. Mais Pat, il est comme, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est quoi le match? Puis là, on sait même pas c'est quoi le match. Et là, même c'est Michael Cole, je pense, qui dit, fait que c'est officiel. C'est Cody contre Reigns. Puis là, tout le monde est comme, hein? Comment ça, c'est ça? Ouais. C'était très bien fait, ça et tout. C'était très bien fait. Puis ça n'a pas duré très longtemps. Là. Après tout ça, ça a duré 3 minutes. Merci, bonsoir. On s'en va, mais on s'en va en coulisses avec Triple H qui est interviewé. Et The Rock et Roman Reigns qui passent en arrière d'eux. Puis t'as Rock qui... Ben, Roman Reigns qui essaie de parler à Triple H. Puis finalement, Rock fait comme... OK, t'es mieux de régler ça. T'es mieux de faire ta job. Tu sais ce que je suis, puis là, qui fait juste s'en aller. Puis là, on a... quelques sacres à travers tout ça. Et ça, un petit peu dommage qu'on coupe les sacs, parce qu'on est sur YouTube, et je sais pas, on veut rester family friendly. Mais sinon, ça brise des fois un peu le rythme, puis t'es comme, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai le goût d'avoir... Même s'il sac, je m'en fous, là. J'ai le goût d'entendre. Puis ça aide au rythme. On a refait ce segment-là, j'ai regardé par la suite. Okay. Ils l'ont republié, mais en mettant vraiment des courts...
des courts beeps, là. On entend le F ou on entend le ouais, exact. du fuck, ok. Mais on entend un peu plus la phrase, parce que là, des fois, ça coupait, puis c'était comme un 3 secondes. Puis là, Ah oui, on perd la phrase au complet, on perd pas juste parce qu'ils veulent couper le... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, souvent, ces shows-là... mieux fait dans le montage. Techniquement, pour expliquer ces shows-là, souvent, ils ont quelques secondes, des fois, à peine. Il y a un avocat qui est stand-by de même. Oui, c'est ça. Mais c'est un piton. mais souvent, c'est ça, c'est qu'il y a un délai de quelques minutes. Là, des fois, c'est quelques secondes pour être capable de couper ces bouts-là. Fait quand c'est live, là, fait que souvent, ils n'ont pas le temps de couper les mots, ils vont couper juste le bout de la phrase. Fait que c'est même que ça marche. Quelques minutes plus tard, Triple H annonce sur les réseaux sociaux que le match est officiel. Donc, c'est Cody Rhodes contre Roman Reigns à WrestleMania extra large, WrestleMania 40. J'aime beaucoup l'angle, la famille. Ça fait du sens, comme on a dit, là, tout a de l'allure, tout est bon, puis j'adore ça quand c'est un gros crise de clusterfuck de même. Là, moi, ça m'excite parce que j'ai aucune idée où ça s'en va. J'avais hâte à SmackDown, finalement, on n'a rien su de plus, fait que j'ai encore plus hâte à SmackDown la semaine prochaine. J'adore ça. C'est ça qui est bon. Puis je pense que c'est vraiment la bonne décision à avoir pris. On a souvent critiqué Tony Khan et son booking d'être un peu trop rigide ou fixé dans sa grande histoire. Ouais. Et t'avais toutes les raisons du monde de rester rigide à WWE dans le bloc de ciment d'histoire qui était prévu. Parce que c'est The Rock, là, c'est toute une vedette. Puis tu te dis, hey, ils vont finir par accepter ça. Mais non, on décide de faire le mot, puis ça rend tout ça encore plus intéressant. Mm-hmm. Ça fait qu'on en parle plus, ça fait qu'on a plus le goût de voir ça s'en va où. Puis pour vrai, ça élève Cody Rhodes au niveau du mainstream. Ben oui, complètement. Parce que, tu sais, The Rock, il est très connu évidemment. Roman Reigns, de plus en plus, parce que là, commence à battre tous les records. Les gens le reconnaissent de plus en plus lorsque qui sont pas fans de lutte, là, disons. Ouais. Mais là, t'as un Cody Rhodes, fait que c'est qui le gars qui arrive, qui est juste un lutteur, qui a vraiment, tu sais, il a fait un petit peu de trucs plus mainstream, mais il est plus reconnu pour la lutte. Un peu comme à l'époque un Bryan Danielson. Et là, il est élevé, il fait dérailler le plan avec un The Rock. Fait que ça met des yeux sur le produit, ça élève tout le monde, selon moi. Et bravo à The Rock de ne pas avoir l'ego de se dire non, fuck that, on continue. Un peu comme un Batista a peut-être fait à l'époque à WrestleMania 30. Fait que, puis je pense qu'on va tout de suite, on va tout de suite faire la petite dégustation de l'ouverture de SmackDown. Ah, oui, c'est un peu une suite de ça. Fait qu'on a un complètement. Triple H dans le ring qui est comme... Là, juste vous dire, là encore une fois, le choix des mots qui est placé est super bon dans sa promo. SmackDown, fait que c'est lui qui arrive au début, qui accueille tout le monde, il est dans le ring, pas tout seul. Il est dans le avec ring. les deux directeurs généraux des deux shows. Ouais, exactement. Et là, se met à dire, gars, là, dans la vie, si vous demandez c'est qui prend les décisions, là, ben vous la regardez en ce moment. Et là, c'était très, j'assois mon pouvoir, on name drop même le mot authority. Et là, on se souvient, hein, il y a 10 ans, le mot authority, c'était un peu un concept ou un personnage, une gimmick que Triple H a eu. Et qu'est-ce qu'on tente de ramener ça de l'avant en Paul Lévesque maintenant? Fait que l'autorité, c'est moi. Il n'y en a pas d'autres personnes qui décident de qu'est-ce qui se passe. Puis je sais que ça plaît pas à tout le monde. Mais ça me dérange pas si ça plaît pas à tout le monde. La petite catchphrase de « It doesn't matter ». Le clin d'œil à The Rock, là, c'était très bon, la façon ouais, puis peu importe où tu es assis à une table, c'est pas toi qui décide. Ouais. Fait que ça, c'est un truc à TKO, le fait qu'il est sur le board, au fait qu'il est head of the table, Roman Reigns. Tout ça était bien mis. Très bien mis. C'est ça amène l'histoire plus loin. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne décision qu'ils ont prise. Ce que j'ai peur, puis je pense pas qu'il va arriver, mais ce que j'ai peur, puis faut pas que ça arrive parce qu'il va y avoir y a du monde qui vont riot, là. Que ce soit un Triple H qui revient dans le ring pour se battre contre Rock. À voir, ben si c'est ça sera ça, on va voir. Mais s'ils me vendent une histoire intéressante, m'en fous un peu, mais ça va être un match qui va être difficile dans le ring parce que c'est deux vieux monsieur qui ont le cardio qu'il y avait. Mais Triple H qui a eu un problème cardiaque il y a, je pense, 3 ans, puis 3 ou 4 ans, là, qu'il a eu un... Fait que, lui, il a pris sa retraite officiellement, officieusement, parce que les lutteurs prennent jamais leur retraite, mais j'ai l'impression qu'il s'implique beaucoup de ce temps-là. Il est très, très présent comme personnage. J'espère juste que ça apporte pas à un match dans le ring avec Paul Lévesque. Je pense pas, mais c'est ça la beauté de cet angle-là. Il nous laisse penser que peut-être c'est une option. Il y a beaucoup d'options qui sont ouvertes, puis tu sais, avec ce qu'on a mis au début là, dans les gens du public, quand une fois que tout ça est sorti, ça crée cette shirt dans vous aussi, dans vos groupes d'amis. Tout le monde a fait, hey, ça s'en va vers vous, tout ça. Puis c'est ça la beauté. Fait qu'on fait ça un copier-coller de ce qui s'est passé
à WrestleMania 30? Est-ce qu'on fait des deux matchs? Est-ce qu'on change d'histoire au complet? Est-ce que Triple H rentre? Est-ce que The Rock il est où? Est-ce que là, The Rock rentre-tu dans le Bloodline? C'est ça. Ouais, Qu'est-ce c'est qui ça. se passe, là, tu sais? J'ai l'impression parce que physiquement, puis il est rendu. C'est comme si, quand il se promène à côté de Roman, c'est comme s'il a pris la place. C'est lui qui est en avant, Vraiment? qui marche en avant. Il a Et ça a l'air d'être tassé, Roman, parle. le minion, le Ouais. petit. Le Pas faire juste valoir physiquement, un mais peu. comme Là. tout mentalement, puis toute la façon qu'il parle, la façon qu'il se place. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Peut-être on pourrait faire des podcasts que sur cette storyline-là pour les prochaines semaines. Fait que vous risquez. On va essayer de pas trop en faire juste là-dessus parce qu'il se passe autre chose dans la lutte, mais ça reste que si c'est l'histoire la plus intéressante présentement. Fait que c'est sûr qu'on peut pas passer sous le silence. On passe d'un icône à un autre, littéralement. Tu veux nous parler du main event de Dynamite. Ton match de la semaine, en fait, c'est le main event de Dynamite. Donc, Darby Allin avec l'icône Sting contre Big Bill et Ricky Stark pour la ceinture. De tag team, donc d'équipe de la All Elite Wrestling. Donc, qu'est-ce que ça va C'est mon passer? match. Ouais, c'est ça. C'est mon match de la semaine. Avant de rentrer, bonne semaine de lutte. C'était difficile de faire mon choix de qu'est-ce qui va être mon match. Oui, parce qu'au début de la semaine, toi, tu t'en allais vers le 3 contre 3 de CMLL contre le il y avait BCC, beaucoup là. de choix. Il y avait beaucoup de choix. Il y avait également, en tout cas, on va revenir. Ouais, on va faire la description. Mais pourquoi j'ai décidé de choisir ce match-là? Pourquoi? C'est qu'il en reste pas long à Sting. Puis je me dis, Ok, ouais. si un jour je veux décrire un match de Sting, il en reste 3-4. Fait qu'il va falloir. Puis là, j'ai fait, c'est quand même bon comment ils ont construit ça, tout ça. Fait que j'y vais avec ce match-là. Je tiens à dire, et je le répète parce que moi ça me rentre pas dans la tête, j'oublie toujours. Sting a 64 ans. Incroyable. 64 ans. 6, 4 ans. Et il fait ce qu'il va faire. Plus jeune que ma mère qui a de la misère à marcher présentement. Ça n'a pas de bon sens. Fait que il rentre avec Darby Allin. Il va saluer ses deux fils qui sont dans la foule. Et les deux fils, on s'entend, là, ils lui ressemblent tellement. C'est comme deux stunt double de Sting, là. Une version comme un peu plus chubby, puis une version qui ressemble à lui quand il était jeune, là. Fait que ces deux fils sont... ont 55 ans, non? Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, je pense que son fils plus bâti, je pense qu'il fait dans la NFL ou équipe école de la NFL, en tout cas, un joueur de football. Les deux n'ont pas été dans la lutte nécessairement. Tout a été encouragé par leur père à faire leurs rêves. Puis les rêves étaient pas nécessairement la lutte, mais tant mieux. Fait qu'ils sont quand même ringside. L'entrée ensuite des champions. Et là, je pense que la première fois que je fais un match de Ricky Stark. Mais je tiens à vous le dire, Ricky Stark, je trouve que son entrée look vraiment beaucoup. Oui. On voit l'image en ce moment, là, surtout avec Big Bill en arrière, avec les ceintures, tout ça, le petit claque au bon moment, le spotlight qui rentre. Petit chef skill, ça fait longtemps qu'il y a cette entrée-là, mais c'est super bien. Ça marche autant pour Heel que pour Face, les deux. Parce qu'il y a eu les deux rôles dans les dernières années, puis la tune fonctionne pour les deux rôles. Là. C'est très très bon. C'est une bonne chanson, une belle entrée. Le match commence assez intensément, on perd pas de temps, on se saute. Les champions se font sauter dessus par Sting puis Darby Allin. On s'en va tout de suite dans la foule, un classique, hein, quand c'est des gens qui sont un petit peu plus vieux ou un petit peu moins mobiles. C'est le fun d'aller dans la foule, fait qu'on amène dans la foule tout le monde. On a un Big Bill qui commence à donner des claques sur le chest de Darby. Hein? Et ça, ces claques-là sont bonnes à s'en lécher les doigts, parce que, comme vous voyez, il s'en lèche les doigts de ces claques-là. Par la suite, c'est un peu un 2 contre 1 contre Darby. Hein, mais on voit qu'au loin, en haut, tout petit, t'as genre une petite silhouette qui apparaît. C'est un avion? Non? C'est un oiseau? C'est un scorpion qui vole? Oh. Non! C'est Sting! Ah ben! 64 ans, en haut d'une entrée de salle, qui se lance dans le vide sur les deux messieurs, sur le ciment, pas de matelas. Je sais pas si je t'ai déjà dit, il a 64 ans, Sting, puis il fait ça. Ça n'a pas de bon sens. Tout le monde se relève, personne n'est mort. Même lui, quand il se relève, il en revient pas qu'il vient de faire ça. Et un classique, on va à la pub parce que tout le monde est à terre. Hein. Fait que là, j'en profite pour vous jaser d'une prochaine soirée d'humour que j'ai. Un podcast également, Jaser pour jaser, une soirée d'humour à la salle, au centre Henri Lemieux. C'est ce samedi 17 février. On reçoit Colin Boudria en headline. C'est un super bon humoriste. Moi, je vais être à l'animation. Donc, si ça vous tente, vous pouvez aller vous acheter les billets. On va mettre le lien dans la description de cet épisode. Ah, c'est bon, ça. Et on revient de la pub. Tanné de me plugger mes jokes. Fait qu'on est de retour dans le ring. Alors, on revient de la pub. Ou autour du ring. Il y a aussi Sting qui est autour. Sting fait une espèce de splash sur Big Bill à l'extérieur, sur la barricade. Mais Big Bill, lui, il amortit, il encaisse le chat comme un gars de judo.
ça lui donne de l'énergie. Fait qu'il retourne l'appareil puis il fait une grosse corde à linge à Sting. Sting qui se tombe stiff, là, tellement... Tu sais, un vieux monsieur, il est pas supposé recevoir une corde à linge. Il a quel âge Tombé encore? 64 ans, mon Ah. gars. 64 ans. Il est tout raide, mais il tombe, puis il sort... c'est ça, il est là, il est encore vivant. Fait que là, on vient de sortir Sting de l'équation. Big Bill en revient, 2 compteurs contre Darby. Mais Darby, il se décourage pas, hein. Fait que, qu'est-ce qu'il fait? Il décide qu'il part à courir, il saute dans le vide entre la 2 et la 3 sur Big Bill. Mais Big Bill, il l'attrape et il fait le plus magnifique Big Bossman Slam que j'ai vu de ma vie et que je pense qu'on ne verra plus jamais un aussi beau Big Boss Slam de tout ça. Il attrape Darby dans les airs qui saute en saut de la mort. Il se met à le spinner dans les airs Darby et il drop à terre. Quelle magnifique transition. Parce qu'on va voir de quoi d'aussi beau que ça. Le meilleur match de Big Bill depuis qu'il est en Elite, ou même depuis... je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu de sa carrière. Là. Il est tellement in the zone. Il sort un move comme ça. Incroyable. On s'entend, là. Il est pas très gros, là, Darby. Il est facile à manipuler, mais il faut quand même que tu le swings à la bonne place. Que l'intensité, c'est magnifique. La foule, évidemment. Holy shit. Mettre de patte. On ramène Darby dans le ring. Big Bill aussi vient dans le ring. Il soulève Darby en l'étranglant. Ça se look super bien. Là. Il l'étrangle. Et là, il fait de quoi, là, de comme très violent, mais à la Darby. Il l'étrangle. Il le drop à terre, puis bang, 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 bang. Il commence à le frapper. Vous voyez là, le vidéo en ce moment. Ouais. Par la suite, il le relève dans l'étranglant, puis il le pitch en arrière. Darby, il se fait maganer. Tu sais, là, ce que tu fais dans des petites figurines quand t'es un enfant, puis il fait se battre, là. Lui, il fait ça avec un humain pour vrai, là. Il est comme bang, 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 bang. Puis il lance, genre. Ça n'a pas de bon sens. Darby, vraiment, je sais pas, il est fait en quoi, là, mais il casse. Il est fait en figurine, là. Il casse jamais. Darby. Les méchants par la suite installent une table à l'extérieur. Fait que l'équipe Big Bill, il remonte dans le ring, il prend Darby à bout de bras, puis là, il veut le lancer sa table à l'extérieur. Mais là, Sting, il arrive, il vient aider son ami. Hein, il a repris ses esprits après une grosse corde à linge. Il se met à caquer les deux. Fait que là, c'est encore un autre 2 compteurs. Le 2 compteurs est revenu souvent dans ce match-là. Hein. C'était souvent. C'est une manière de protéger aussi là, un lutteur qui est un peu plus âgé. Fait que le 2 compteurs arrive. Fait que là, évidemment, un Sting, il y en a vu d'autres. Hein. L'expérience est là. Fait que même s'il est 2 compteurs, il est plus fort que les deux parce que. Sting est un des très bons no-sell dans. Ah ouais, mais tu sais, un maintenant à 64 ans, je te donne le droit de no-sell. Ah oui. Comme tu veux. Il y a un gros pop là. Big Bill essaie de faire un big boot pour sortir Sting. Pour le pitcher un peu sur la table, mais Sting l'évite. Et là, ça fait que le big boot fait qu'il est pris entre sa troisième corde, là, Big Bill. Ah oui. Et là, qu'est-ce qui arrive? Sting, il s'en donne à cœur joie, hein? Puis il essaie de faire un rôle de chirurgien qui essaie de faire une vasectomie avec Bill. Fait que se met à essayer d'y enlever ses futurs enfants. Ouch. Ricky, cependant, sauve son ami. Hein, puis il décide de manquer de respect à Sting. Il fait lui-même le Scorpion Death Drop à Sting. Bang! Il fait le finisher de Sting. C'est super pas respectueux. Les gens, ils huent. Essaie même le tomber. 1, 2, non. Darby vient briser le compte. Et ça, j'ai quand même... C'est un détail, là, mais le fait que c'est pas un kick-out, mais que c'est un compte qui est brisé, c'est comme si ça légitimait le finisher. Que même si c'est pas Sting qui le fait, même si c'est l'adversaire qui le fait, il est quand même assez puissant pour... C'est ça, parce que souvent, ce qu'on voit dans la lutte, c'est quand ton adversaire fait ton finish à toi sur toi, il est pas habitué de le faire, c'est pas un move qu'il connaît, fait que ça a moins d'impact sur la destruction du finisher, fait que souvent, il y a un kick-out qui est fait. Fait que, oui, t'as raison, 100%. Fait que le fait qu'on le brise, ça fait, ok, il est au-delà de qui tu le fais. Peu importe si tu réussis à le faire, c'est trop fort, là, Scorpion Death Drop. Ça frappe. On se débarrasse ensuite de Starks. On fonce les deux sur Big Bill dans le coin avec des splashs. Fait que l'un à tour de l'autre, on se fait des splashs dans le coin sur Big Bill. Darby enchaîne ensuite avec un magnifique Destroyer sur Big Bill. C'est super bien fait. Big Bill, il est gros aussi. Là, fait que, il est bon de se pitcher en Destroyer de cette manière-là. Avec ses longues jambes. Là, il le fait pas souvent. On l'a vu très rarement faire ça. Puis ça rajoute quelque chose justement au fait que c'est un très bon match qu'il y a. Là. Puis ça fait très David contre Goliath. Là, un Darby qui réussit à appliquer cette manœuvre-là sur ce géant. Fait que c'est super bon. C'est pas fini par contre, hein, parce que il monte Darby sur la 3e. Il fait la descente, la fameuse descente du cercueil sur Big Bill qui est rendu à l'extérieur pour se sauver. Fait que la descente du cercueil, pouf.
Fait que là, dans le ring, on a pas éliminé les deux autres. Fait que là, il reste Ricky et Sting sur le ring. Fait que là, Sting le met en position de soumission, la soumission du scorpion. Pendant que Bill, il est pas tuable, celui-là. Lui, il a reçu un cercueil sur lui. Mais là, le cercueil, il s'est pogné après sa gorge. Puis là, il monte. Ça look, là, mais t'as comme un Big Bill qui monte et qui veut revenir aider son ami Ricky Stark avec, sur son dos, Darby Allin qui essaie de l'enlever. Là, il est pogné d'un corps, un peu. Puis là, Darby, il se retourne. Il réussit à se pitcher. Il se pitch lui, puis il pitch en même temps Big Bill à l'extérieur, sur la table qui avait été installée au départ. Et là, tu te dis, là, ça va être terminé. Là, il peut pas. Mais tu sais, gros bump pour vrai de Darby. Hein, le mot de bump qu'on a appris au début. Parce qu'il atterrit, mais il revole après. Puis tu sais, à la Darby Allin. C'est bump en fou, là. Sur le ring, on remet le focus sur le ring. Ricky brise la soumission en touchant les cordes. Fait que la soumission du scorpion est enlevée. Ricky s'enlève, il se met dans le coin avec le Sting, comme je vais refaire mon Sting Splash, se met à courir. Mais là, rapidement, je l'ai même pas vu la première fois que j'ai vu le match, là, tellement c'était rapide. Il a fallu, c'est quand je me mets dans ma réécoute pour l'analyse du match. En s'enlevant, Ricky, il s'enlève en enlevant le turnbuckle. J'avais même pas remarqué ça, moi, dans ma première écoute. C'était super bien fait, c'était super rapide. Fait que là, il fait un splash sur le turnbuckle, il a un peu mal. Tout ça, là, t'es comme, ok, ça va être le moment. Il essaie de s'ouvrir la gloire, mais non, Ricky est l'autre bord et il fait un spear directement sur Sting. Un espèce d'enchaînement qui t'amène normalement à une fin de combat. Puis un beau spear, parce que Stark, c'est un très beau spear. Il se donne. Et là, fait que là, on tente le compte. 1, 2, et non, un kick-out, mais un espèce de petit kick-out weak, là. Genre faible de Sting. Ça, il a tout pris, il remonte son épaule. Et là, par la suite, à cause qu'il a fait un kick-out, je sais pas, il y a eu un boost d'énergie. Ça a remonté son énergie à max. Parce que il se relève. Là, c'est comme s'il n'y en a plus de spear, il n'y en a plus de coups dans le turnbuckle. Il est là, no-sell tout ça. Il no-sell tout ça. Il pogne Ricky Stark en Scorpion Dead Drop. Boom! 1, 2, 3. Et nouveau champion par équipe, Sting et Darby Allin. Quel beau match. J'ai tellement trouvé ça beau. Il y a de l'air ému pour de vrai, Sting. Il y a de l'air content, là. Puis pour vrai, il mérite. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs un peu là, backstage qui ont sorti que Sting, il voulait pas gagner la ceinture par équipe parce qu'il se sentait pas légitime. Mais pour vrai, moi, je suis content qu'on y ait donné. Je suis content que... Ça montre encore plus la gentillesse et la générosité de ce monsieur-là. Il est tellement humble, là, ce monsieur-là. Et tu le vois avec le travail qu'il a fait avec Darby. Puis pour Darby aussi, je trouve que c'est le fun d'y donner un règne avec Sting parce qu'ils ont tellement eu une belle épopée dans les dernières années de grandir ensemble et de devenir qui ils sont. Ben, Sting, on s'entend, il a pas modifié, mais il a permis à Darby de devenir qui est aujourd'hui. Fait qu'on amène les fils. On amène les fils sur le stage. On vient célébrer avec le papa. Sans l'émotion. Il n'y a rien qui peut briser ce beau moment. C'est beau, là. C'est super beau. Un super beau moment. Puis là, t'es comme, tu vois un peu en arrière des gens bien en blanc qui arrivent. Qu'est-ce qui est? Ben, tu sais, c'est à travers les confettis. Tu comprends pas ce qui se passe. Et là, t'as les deux EVP, les exécutifs vice-présidents, Matthews et Nicholas Jackson, qui arrivent vêtus de blanc et se mettent... Non, ils se mettent à l'attaquer. Pourquoi? Ils frappent. Ils sortent des battes de métal, commencent à donner des coups aux deux fils. C'est des civils, les deux fils. Je suis comme, ça va-tu? Les assurances? Vous allez faire poursuivre, les assurances? Qu'est-ce qui se passe? Se met à attaquer Darby et tout, se met à attaquer Sting, brise le moment. Ça, c'est d'un confetti. Darby, il se fait ouvrir le front. Et là, il est plein de sang. Puis là, ils ont des habits blancs. Fait que, tu connais les frères Jackson. Là, c'est des cartes de la mode. Fait que là, comme blanc, c'est trop blanc. Faut mettre un petit peu de couleur. Fait que là, ils se mettent à prendre Darby un peu comme une petite éponge. Là. Là, ils font une petite éponge. Il faut un peu de rouge ici, un peu de rouge, un petit peu de rouge ici. Là, ils font un beau nouveau suit en blanc et rouge. Un peu, c'est-tu un clin d'œil au jacket de Jericho pour le jus d'orange dans le temps où il a porté son jacket qui valait 3000$ avec plein de jus d'orange pendant comme un mois après qu'il s'est fait dropper du... Anyways. Il y a un peu eu ça. C'est un angle qu'on a déjà vu. On a également MJF contre CM Punk. Je me rappelle bien qu'on avait tout en blanc le chandail, et le sang coulait à flot. Ouais. Mais dans ce cas-là, moi je trouve que ça a quand même été bien exécuté. Ouais. Pour le heat, pour tout ça. Mais c'est la première fois aussi que
On a les Jackson qui interviennent de cette manière-là aussi méchante. Là. Il y avait une attitude méchante avant. Ah, Et j'adore là, leur personnage. J'adore. Ils mettent j'adore, leur j'adore, action en. Et fait que tout ce beau moment-là termine avec un autre moment qui fait avancer l'histoire, qui permet de construire la rivalité qu'ils ont entre les deux. Donc, de la bonne pour lutte. tout ça, j'inclus la fin également dans tout ça. Ben oui. Un petit chef skiff, une belle fin de Dynamite. Un Dynamite qui était très bon d'ailleurs. Mais un très belle fin qui amène l'histoire, qui donne encore plus le côté babyface aux deux gars. Puis encore plus heel Sting. avec les deux autres. Exactement. Les Young Bucks étaient dus pour un gros changement de personnage. Ils sont là. Je pense qu'ils vont réussir à faire de quoi que ça. Je sais pas si ça va perdurer dans le temps, dans le sens où je pense pas qu'ils peuvent surfer cette vague-là pendant 2 ans, mais il fallait un changement. Puis ça fonctionne surtout contre Sting et Darby qui sont babyface as fuck. Là, vraiment. Une manière d'être très clair un méchant et non pas juste on se pogne contre quelqu'un, mais genre un Hangman. Mais non, mais Hangman, on l'aime pas tant, fait qu'on va quand même vous aimer. Non, le Sting, on l'aime tout et il reste 2-3 matchs. Là, laisse-y donc la ceinture et sa célébration. Non, on le laisse pas. Fait que non, c'est très bien fait, très bien exécuté. Fait que bravo Tony Khan pour ce main event-là. Et donner la ceinture aussi à Darby, à Sting, même s'il ne voulait pas. Il le mérite. Et ça aurait été bizarre qu'il prenne sa retraite puis qu'il n'ait pas eu la ceinture par équipe avec Darby, moi je trouve. Là. Il aurait dû l'avoir plus tôt, mais au moins on lui donne dans la run à la fin. Et là, qui sait, va-t-il se retirer champion ou va-t-il perdre le dernier match à Revolution? Se retirer champion. Ah, mais techniquement, s'il prend sa retraite, la lutte fait que tu perds ton dernier match. Moi avec le respect que j'ai que je sais que Sting a de la business, de tout le monde, il va perdre son dernier match. D'après moi, il n'acceptera pas. Mais là, t'as l'élément qui est Darby Allin, de est-ce qu'on va vouloir protéger Darby à travers ça. Je pense, en tout cas, j'ai hâte de voir comment on va le construire. Moi, j'ai encore espoir que peut-être ce match-là se déroule avant le pay-per-view, puis qu'à Revolution, ça sera peut-être Darby et Sting. Ouais. Mon espoir s'effrite à vue d'œil. Parce qu'on va vouloir. Jour après jour, il reste moins d'1 mois. Hein? Exact. Parce que je trouve que c'est vraiment une belle histoire qu'ils ont les deux. À la Shawn Michaels, Ric Flair, qui pourrait se terminer avec deux gentils dans le respect, puis que je trouve que ça fit bien avec le côté mentor versus apprenti. On semble pas se diriger vers ça, mais au moins c'est quand même mieux que Kurt Angle contre Baron Corbin comme fin. Mais il y a un peu plus de prestige dans les Young Bucks que dans Baron Corbin. Quand même. Fait que c'est ça. Ils vont être un petit peu déçus, mais quand même c'est pas grave parce que Darby va quand même faire partie de ce match-là. Absolument. Merci pour ton match de la semaine. C'est super belle analyse. Mais allez écouter ça, c'était très bon. Ça, oui. Je vais retourner les réécouter, tu m'as donné le goût. Yeah. C'est très cool. Maintenant, on passe à nos dégustations de la semaine. On a déjà fait un petit extrait là, avec l'introduction de SmackDown, mais on recule un peu plus loin dans le temps et on commence avec les promos de Raw. Donc, le début, on commence Raw avec le Raw du 5 février avec une promo de Seth Rollins qui rentre et il rouvre le Raw. Se met à parler un peu des derniers jours, hein, parce que là, c'était à l'annonce. Suite au week-end où, dans les house shows, il y a eu beaucoup de tumultes. Sur Internet, il y a eu beaucoup de tumultes de We Want Cody. Et on n'a pas aimé que The Rock vienne prendre sa place. C'était avant la conférence de presse. Avant la conférence de presse. C'est que là, un Rollins qui rappelle ça. Rappelle ce qui s'est passé à SmackDown. La foule SmackDown. Ouais. La foule un show. Tu sens que le Heat, il est fort. Très fort. S'ensuit le chant Rocky Sucks également. Même Seth acknowledge que. Avec un très bon call de Michael Cole qui dit Are we 1996? C'est très très bon. Très bien fait. Et là, évidemment, que Cody arrive. C'est pas encore clair à ce moment-là. Qu'est-ce qui allait se passer? Ça va-tu contre Rollins? Ça va-tu contre qui? Et là, finalement, Drew McIntyre arrive. Et là, je sais pas, Drew, là, il est sur une streak, mon gars, depuis 1 mois, 2 mois. Là. C'est promo au micro, là. Il est tellement bon. Il a trouvé son personnage qui est comme lui réel, mais comme coquille, un peu méchant, qui pense à lui. Ça marche bien. 80% du temps, les lutteurs qui trouvent leur personnage, c'est parce qu'ils vont chercher quelque chose qui est proche de la réalité. Fait que c'est pas difficile à acter, c'est pas difficile à faire, c'est pas difficile à livrer. C'est toi qui parles dans un micro. T'as pas à jouer, t'as pas à réinventer. Fait, il va chercher une vraie émotion qui existe. Il la multiplie fois 3, 4, 10, 100, peu importe, puis il joue. Il est excellent de jouer depuis 1 mois, puis il fait des calices de bons matchs. On va en reparler en plus là, plus tard. Oui, puis cette promo-là, tu sais, j'aime ça, c'est comme
il est comme du bord de Cody, Oui, mais tu sais, mais il aime est pas. du bord de pareil. Cody parce que, non mais il le fait parce qu'il sait que ça va l'avantager si Cody choisit Reign. Parce qu'il est comme, moi je vais aller contre Rollins, tu sais. Fait qu'il est comme, il essaie d'être gentil, mais pour son propre bénéfice. Ouais. Et j'aime beaucoup ce côté-là qui amène de dire non, mais go, fais ça toi, mais tu sais, dans le fond, je suis content que tu fasses ça parce que moi, ça va me libérer Rollins, puis je m'en vais contre lui après. Mais tout Fait ça, à la que, WWE, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Même à All Elite, on le voit beaucoup moins. C'est que ça fait tout du sens. Ça a tout de l'allure. C'est toute logique. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, où ils s'en vont, vers où ils veulent aller. C'est toute logique. Fait que c'est le fun à écouter parce que c'est comme, ok, mais c'est pas juste un match qui garoche le même ou c'est pas juste une feud qui part parce que je t'ai regardé. Ça existe encore ces feuds-là. Faut du mid-card, faut du low-card. Ça reste que tout ce qui est au top de la carte, ça fait tout du sens. Puis c'est le fun, parce que ça donne justement des belles promos comme ça, où tu as envie de suivre un Drew qui est au top de sa game présentement. J'adore vraiment, vraiment, vraiment ça. vraiment. Puis, qui rentre avec le petit clin- chandail aussi, un chandail de Dream Punk Ouais. WrestleMania Main Event WrestleMania Main Event avec 2024, c'était bon. la là, mort de ce rêve. Ouais, Fait que, ouais. fait que oui, non, c'était une belle promo pour ouvrir le Raw. Puis on était encore dans un peu l'effervescence de y allait se passer quoi aussi. Fait que j'ai trouvé que ça me donnait le goût de zapper puis de regarder Raw. Autre bonne promo, la promo de célébration de Gunther de ses plus de 600 jours comme champion international. Un beau visuel sur le beau, ring avec ouais, les ils ont grosses colonnes. C'est super beau. J'étais comme, ouais, puis quand j'ai vu ça, je fais, oh, ils vont tous s'en servir pour, je sais pas, se battre. Parce que j'étais comme, c'est quand même un props gros, là, tu sais, à traîner dans les camions. Fait que, est-ce qu'on va le ramener ou est-ce qu'on va le détruire dans ce segment-là pour faire, mais là, on l'a pas détruit, mais non, c'est une belle joie. Et là, quand même rapidement, parce qu'il dit, qui va oser, j'ai battu tout le monde, il n'y a plus personne qui reste pour venir m'affronter. Oui, 600 jours, c'est cute, mais je vais rester à l'infini champion. Et là, t'as un Jey Uso qui arrive. Fait son move, blablabla, il est bien content. J'ai aimé la phrase de Gunther. Hein? Ah, c'est cool, la foule te suit. Un geste simple pour une foule simple. Fait se met un peu un cheap eat de cette manière-là. Puis une belle job overall de Gunther au micro que je trouve aussi son personnage l'aide, mais tout ce qu'il disait, c'était bon. Puis tu sais, souvent les gens qui ont que l'anglais pour leur première langue, le côté bien punché ou la rythmique, si on veut, de puncher, est plus difficile. Ouais. Puis j'ai trouvé que ça paraissait pas avec Gunther. Il placé. joue avec les watts, il joue avec les yeets dans sa dynamique. Hey. Non, c'était bien fait. Les watts, là, on peut-tu arrêter? Ben là, faut que tu parles à la fin du monde si tu veux arrêter parce que. Hey, comme, il y a des fois où ça fit, là, mais des fois, là, formez dans vos calices de gueule. Vous brisez tout, le rythme, puis la magie, puis le probo qui est donné. Ben, fuck off. Si vraiment c'est plate puis tu l'aimes pas, parfait. Comme quelqu'un qui est pas intéressant, comme dans le temps quand Roderick Strong était encore dans sa chaise roulante, puis on s'en calissait de lui, puis il y avait des watts, fine. Raw qui veut jouer avec ça, justement, à la conférence, il y en a eu, puis il a été capable de le faire quand il fait son what, ok, c'est correct, mais crier what pour crier what, là, calisse, revenez-en. On n'est plus en 2002, là. Alors, c'était la soupe au lait. Soupe au lait de Pierre. Merci. Ne lui posez jamais cette question, il va vous frapper, je pense. Je vais vous dire what? Mais ouais, mais bref, toi, t'as aimé la promo aussi? Oui, encore là, ça fait du sens. Puis j'aime qu'on est en train de. Hey, ça se pourrait-tu que ce soit Jay qui prenne la ceinture? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait, mais ça se pourrait. Je sais pas de quelle manière, mais ça se pourrait. Ouais, dans un match, habituellement, là, c'est le même qu'il Dans un match, mais tu sais, on clean. c'est ça. Petit paquet. Moi, je le ferais clean, moi. Ouais. Je pense que genre de voir. Jay est assez légitime pour être capable d'aller voler, pas voler, mais d'aller prendre cette ceinture-là. Peut-être pas faire un autre long règne, mais ça serait legit que Gunther perde contre Jay. C'est un main event. Main event, Jay. Ouais. Hey. Exact. Mais je souhaite que ce soit quelqu'un au final qui l'enlève. J'aimerais pas qu'on se retrouve dans la même situation qu'on a eu avec Samoa Joe à la All Elite Wrestling où il a juste laissé la ceinture, puis je m'en vais à une plus grosse. C'est ça. Non, qu'il garde la ceinture jusqu'à temps qu'il la perde. Puis au pire, faites-le perdre. Si vous voulez vraiment le protéger, faites un triple threat. Faites quelque chose qui n'a pas rapport. Il n'est pas dans le pin final. Puis ça va le protéger. Puis il perd la ceinture. Mais je trouve que c'est une occasion manquée de ne pas donner le rub à quelqu'un. De dire que j'ai enlevé la ceinture. C'est ça. Puis si ça n'empêche rien de Gunther, même s'il perd,
il est capable d'aller d'après pour la grosse ceinture. Ben oui, il reste est tellement légitime quand même. Là. Tellement légitime. Fait que donnez-la à quelqu'un ou laissez-la. Mais j'ai hâte de voir. Jay, c'est un bon choix pour lui enlever. C'est un peu Gunther qui lui disait t'as tout le temps juste fait 50% de la job parce que t'as tout le temps été en équipe. Puis là, Jay qui fait comme laisse-moi me réintroduire, laisse-moi me représenter. Puis là, blablabla. Fait que j'ai quand même trouvé ça très bien fait. C'était une belle. Non, c'était une belle promo. Ensuite, on a une petite promo dans les estrades, préenregistrée, d'entrevue, un peu entrevue avec Sami Zayn. Qui faisait un clin d'œil à Montréal, hein, parce qu'il rappelait tout le chemin qu'il a parcouru depuis l'an dernier. Ça fait un an. À son Elimination Chamber, une petite larme, tous et toutes, d'avoir vécu ça et de ne pas avoir pu célébrer avec Sami. Mais c'est une bonne petite promo de lui qui dit que avant t'as donné un bon challenge, t'as été un bon contender, mais là, je veux plus être contender. Je veux être légitime, puis je veux devenir champion, puis je veux pas être celui qui est parmi plein d'autres, mais celui qui réussit à gagner. Fait que ça semble installer peut-être un push durant l'année 2024. Parce que ça faisait un peu bilan. Là, c'est quoi mon bilan 2023, puis voici ce que je veux faire en 2024. Fait que là, on a Jay qui dit qu'il veut gagner une ceinture solo en 2024. On a Sami qui dit qu'il veut gagner une ceinture solo en 2024. Est-ce que ces deux histoires se croiseront? À voir. Ah, peut-être. Mais. Sami Zayn qui a sorti 2 bons matchs dans le dernier mois contre Drew McIntyre, justement. Quand je dis que Drew sort de très très bons matchs contre Sami Zayn, justement, il y a des très très bons matchs qui sont sortis. Et aussi à Raw, c'est à SmackDown. Il s'est pas battu, lui, ce maudit-là. Oui, contre TJ. Ouais, plus tard, on y reviendra. C'est à SmackDown, mais oui, le match de qualification, que là, justement, à cette promo-là, est-ce que laisse place à. Il va faire partie de l'élimination en chambre d'élimination, on sait pas. Mais moi, on dirait je vois un Sami plus dans la deuxième portion de l'année. Oui, je suis d'accord. Moi, avec l'attention, c'est pas un spoiler parce que je suis pas dans l'équipe, mais on a à Toronto, on a un pay-per-view qui s'appelle Money in the Bank. Qui est en juillet. M'étonnerait que Sami soit pas dans le match. Ça m'étonnerait. À voir si on va pull the trigger à Sami qui gagne, mais. Tous les sites là, de Reddit, puis tous les sites de gens qui mangent des croquettes, là, ils veulent Sami Zayn comme champion de valise. C'est sa manière la plus légitime, je pense, de gagner une ceinture. Légitime. Gagner une ceinture dans le personnage qu'il a, qui est un peu ultimate babyface. Qui, tu sais, je pense. C'est le genre de manière que ça ferait du sens. J'espère. Moi, ça fait plusieurs années que j'espère que Sami est la ceinture. Est-ce que ce sera cette année? Je sais pas. Mais ça serait un autre bon candidat. Je suis sûr qu'il va être tourné autour du match. Peut-être que ça sera pas lui, mais j'aimerais ça bien que ce soit lui. Mais on s'en jasera, rendu à Money in the Bank, en juillet. Et qui sait, peut-être, j'y serai peut-être même en personne. Je suis en train de regarder ça. Ça fonctionne. Sinon, dans les matchs à Raw, le Raw du 5, il y a eu le Fatal 4-Way, le 4 chemins fatal de match en équipe. Donc, DIY contre New Day, contre les Creed Brothers, contre Imperium. Je n'ai pas écouté le match. Comment tu l'as trouvé? C'était très spot-fest. C'était long. Deux pauses à travers le match. Fait que un match qui a quand même duré dans le temps. Mais très, très, très spot-fest. On passe d'un spot à l'autre, puis ça s'enchaîne. Le dernier 3-4 minutes, là, en fait, quand les Creed Brothers rentrent dans le match, parce que ça prend beaucoup de temps avant qu'il y ait un tag-in des Creed Brothers, ils ressortent tout leur arsenal, que j'aime beaucoup. Là, on pêche du monde, on fait des K-pop. C'est super bien fait. Et dès qu'ils rentrent, c'est là qu'on dirait que l'intensité monte d'un cran. Tout s'enchaîne super bien. Et j'ai aimé ça, parce que c'était pas juste... Ça aurait pu être juste un petit match de 10 minutes qui se termine, puis on va avoir un champion, puis on y viendra par la suite au match de SmackDown avec les gagnants. Mais non, on décide de donner du temps, de l'importance, et ça donne en même temps de l'importance à la division par équipe, qui ultimement va donner de l'importance aux champions par équipe, qui sont Judgment Day, qui n'ont pas rapport à travers tout ça, à travers ce match-là, mais c'est ultimement le but de se rendre là. Mais je trouvais que les 4 équipes ont bien fait leur travail pour montrer qu'ils veulent les 4 la ceinture. C'est pas juste un truc de deuxième ordre, un championnat de deuxième ordre. C'est la volonté principale des 4 personnes de devenir champion par équipe. Fait que ça a remonté, je trouve, la division par équipe. Puis DIY qui remporte ce match-là et qui ira affronter
peu plus tard durant la semaine. Tyler Bate et Pete Dunne pour ça. Fait que moi, ça a été mon match préféré de Raw. Cool. Le seul que j'ai bien aimé à Raw ce lundi. Petite question comme ça fait presque 1 an maintenant que les titres par équipe sont un à côté de l'autre. Est-ce qu'on va les unifier pour de vrai, éventuellement, on va les reséparer, d'après toi? Il me semble que c'est leur style de comme les unifier, puis d'en créer des nouveaux. 6 mois. Mais d'en créer un autre après. Ouais, ok. Ouais. Comme ils ont fait un peu avec Roman Reigns. Je sais pas, effectivement, mais on dirait, avec l'intensité qu'ils mettent sur les autres histoires, les autres portions de la carte, j'ai de la misère à croire qu'ils vont bien légitimer 2 fois les ceintures par équipe. Fait que, au pire, laisse-en bien qu'une, qui fait les 2 spectacles, puis ça sera ça. Je préfère en avoir une bien construite que 2, mais que les 2 sont garochés. Je suis d'accord. Très, très d'accord. Sinon, à Dynamite, il n'y a pas eu de promo qui nous est vraiment resté, qui nous a laissé bouche bée complètement, mais il y a eu quelques matchs, en fait 2 matchs, dont un qui fait chier parce que ces 2 hommes-là, Swerve et Hangman, ont une chimie incroyable dans le ring, sortent des matchs sans bon sens. Des bons matchs, même si on est tanné de les voir travailler ensemble. Toi, tu disais, avant qu'on enregistre, que t'es un peu tanné de voir Swerve en dessous de ce qui devrait valoir pour de vrai, en fait. Moi, j'aime pas le booking de Tony Khan sur Swerve en ce moment. Moi, les kick-outs de finisher, je suis un peu allergique à ça, règle générale. Là, dans ce match-là, tous les finishers se font kick-out. Ouais. Les 2 finishers de Swerve se font kick-out. Le comme finisher si on également. Comme si on explique dans l'histoire que les 2 gars se connaissent tellement bien que c'est comme s'il y a... c'est peut-être un mauvais exemple, mais plus... peut-être pas une allergie, mais exemple, je me souviens plus du poison, là, mais plus t'en prends, plus tu deviens immunisé à ça, fait que tu peux plus te faire empoisonner par ce poison-là, le cyanure ou peu importe. C'est un peu le même principe. Plus tu luttes avec quelqu'un, plus tu le connais, plus son finisher a moins d'impact sur toi. Ben, ça peut être la logique. Moi, c'est une logique que j'aime. Moi, j'aime pas cette logique-là. Moi, je trouve que... je suis dans la même équipe que toi. Juste que moi, c'est un peu ce qu'il essaie de nous dire. Exact. Moi, je préfère que soit il fait, mais il fait proche des cas, puis la personne tombe. Tu sais, je préfère une manière comme ça de légitimer le fait qu'il n'y a pas de pin après un finisher que de faire un kick-out. Puis là, ça, c'est le festival du kick-out de finisher, ce match-là. Oui, ça amène une intensité, ça donne de l'importance au match. Que ça a l'air d'un effet main event. Mais là, t'ouvres Dynamite avec ça. Oui, c'est le match 3 sur 3. Mais il y en a un des 2 que tu veux plus légitimer que l'autre. Ouais. Et là, je trouve que ça délégitime les 2 finishers des 2 gars. Puis, encore plus important, Swerve en ce moment, il est sur une montée. Puis je comprends pas. On s'en va un peu vers un double turn des 2 balles. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais tu sais, j'ai eu le même réflexe, tu sais, quand on a eu au dernier pay-per-view, Dusty qui a remplacé Keith Lee dans le match de Swerve. Pourquoi qu'on fait un match de 12 minutes? Pourquoi c'est pas juste un peu plus squash avec une domination de Swerve pour le monter plus fort? Et là, dans le match avec Hangman, ça finit, en fin, là, le temps est écoulé. Super bien fait, là, d'ailleurs. Tout ça, c'est le fun. Là. Bon timing. Comme la fin, ça me dérange pas comment ça se termine. C'est juste que, à travers le match, le booking du match, je trouve qu'on enlève de l'importance à ces finishers-là. Qui look, le double stomp de Swerve, il look. Son espèce de kick en arrière dans le nuque. Ça a tellement l'air de faire mal. Là, je suis genre, tu sais, pourquoi tu t'enlèves de l'importance comme ça à un match de semaine à ces finishers-là? C'est ça que j'ai pas aimé de ce match-là. Sinon, le match, je l'ai aimé. J'ai aimé tout de ce match-là. J'ai, entre autres, beaucoup aimé le bout où Prince Nana décide de danser. Et là, c'est comme... Je me sentais dans un jeu vidéo comme si tu pèses à vite, puis là, l'énergie remonte. C'est comme si Prince Nana redonnait de l'énergie à Swerve pour qu'il remonte dans le ring. Fait que c'était comme... en tout cas, je sais pas s'il a comme appelé les esprits vaudous pour aider Swerve à ce moment-là, mais je trouvais que c'était comme ça qu'il voulait faire. Et ça me fait rire. Il y a un autre moment où Prince Nana se fait pitcher en doigt. Puis comme... En tout cas, il y a beaucoup de moments qui m'ont aussi fait rire dans ce match-là que je trouvais bon. J'enlèverais juste le fait qu'il y a des kick-outs de finisher à tout bout de champ. Ça, j'aime pas ça. Mais pour le reste, excellent match. Vraiment. Fait que si vous êtes plus du côté, non, mais kicker d'un finisher, ça augmente l'intensité du match, puis vous aimez ça.
100%. Ben, parfait. Vous allez adorer ce match-là. Moi, j'aime pas ça, c'est faire ça. Je trouve que ça enlève de l'importance. Par contre, un match qui était 100% dedans, que tu as aimé d'un bout à l'autre, c'est le 3 contre 3 CMLL contre le BCC. Ouais, un peu. Ben, une belle rivalité qu'on construit Ouais, mais j'ai entre beaucoup le aimé BCC et la CML. le clash des styles, le clash Mhm. tu sais, d'un côté CMLL, c'est très luchador, c'est plus high-flying. On l'a vu un peu, la contradiction entre Hechicero contre Daniel Bryan la semaine passée. Et là, c'est un peu les 3 contre 3 avec les deux autres lutteurs que je me souviens plus de leur nom, qui sont peut-être même un petit peu plus high-flying que Hechicero, mais euh, les deux énergies se rencontrent un contre l'autre, puis ça fait quelque chose de super le fun. Il y a eu quelques petits botches, peut-être manque de communication. À noter que là, c'est très technique, mais en Amérique du Nord, on va toujours aller prendre le côté gauche. C'est le côté gauche qu'on va toujours chercher. On Donc, scelle le passe- gauche tout le On temps. serre le gauche, on va chercher, on passe à côté du côté gauche, et au Mexique, c'est côté droit. Fait que c'est complètement à l'inverse. Fait que c'est peut-être un petit manque de timing sur ce côté-là, sur certains spots. Par contre, ils sont tellement pros que ça paraît presque pas. Puis c'est un match super intense. J'ai vraiment aimé. Et les bouts entre Hechicero et Bryan aussi, il y avait des petits clins d'œil au match qu'ils ont eu Oui. à Absolument. Collision. Puis tu sentais aussi la chimie un peu plus forte vu qu'ils s'étaient affrontés Ouais. un contre l'autre. Fait que les deux avaient une meilleure chimie. Fait que les segments entre les deux dans le match étaient bons. Puis à la fin du match, ça m'a fait un petit peu rire, mais les 3 autres luchadors qui arrivent de la SML. Ouais. Là, on dirait que ça faisait comme ok, c'est vous autres les 3 prochains. Puis Ouais, genre, c'est ça. Who's comme next? si on construit. C'est ça, who's next? Fait que ça m'a quand même fait accrocher un petit sourire. Fait que non, très bon match entre les deux. C'est ça. Une belle rencontre de style. Qui va se continuer, qui se continue à Collision. On l'a pas pris en note comme match. C'est eu à Collision un 2 contre 2 tag team. Moxley et Cesaro contre 2 autres. Ouais. Je pense que c'est Astro ou Star Junior, puis un autre, mais deux bons high-flying. Qui est un très très bon match aussi. On l'a pas mis dans nos. Un peu plus court, cependant, un un peu peu plus expéditif. On l'a pas mis dans notre Mais- liste, mais allez voir. Le Collision cette semaine au complet est très bon. Donc ça vaut la peine. On va en reparler de toute façon. Fait que c'était nos matchs pour Dynamite. SmackDown, de ton côté, on avait parlé donc de l'intro de Triple H. Et dans les matchs que tu as bien aimé Drew McIntyre contre AJ Styles, c'est bien ça à SmackDown, dans le Qualification match. Exact. Ben, je vais te laisser un peu en jaser. Mais oui, ça a été un match bien avec les deux styles. Aussi que. On dirait que Drew, tu sais, contrat finit-tu pas? On dirait que je sais jamais, mais il continue d'être poussé. Ouais, Fait que oui. je suis comme. Il est booké fort, là. Tant mieux. Ben, il est booké fort, puis il mérite en plus. Fait que je suis comme, tant mieux. Moi, j'ai adoré que- ce match-là parce que moi, j'en reviens pas. AJ Styles, on dirait, on revoit le AJ Styles de la TNA. Je le trouve léger sur ses jambes, je le trouve explosif, beaucoup plus que il y a un an. Depuis qu'il est revenu de sa blessure, je le trouve intense, je le trouve bon. Hey, Puis- on voit un peu le AJ du début quand il est arrivé à WWE, genre 2018, là, Mhm. de House That AJ Style Build. Là. Ouais. Cette version de AJ Style qui était Mhm. très bonne. Là, et on la revoit un peu plus cette année, effectivement. Mais puis je trouve aussi, là, on dirait il vend une coche de plus. Contre Drew, ça fonctionne super bien. Son personnage, qui était AJ Styles, toute sa vie, toute sa lutte, sa carrière de lutte a toujours été un peu underdog, toujours un peu plus petit dans les années 80, fin 90, début 2000. Il était considéré comme petit lutteur. Maintenant, ça a un peu ajusté où il est rendu dans la norme. Mais on dirait qu'il lutte, il a toujours lutté avec cette intensité-là, même s'il est heel. Dans ce match-là, il était heel. Drew McIntyre était un peu plus babyface, la façon que le match a été bâti. Par contre, ça s'est reviré une ou deux fois pendant le match, dépendamment qui avait l'overhand ou qui avait l'avantage dans le match. Mais tout ça pour dire que AJ Styles a toujours eu un style qui fait super bien avec quelqu'un qui est plus gros que lui, avec un adversaire qui est un peu plus gros, un peu plus grand, un peu plus fort. Puis il réussit toujours à bien. Il a tout de suite ciblé une jambe en partant. Puis ça, c'est toujours très très le fun dans un match comme ça où tu fais comme ok, ben, il se donne le potentiel de pouvoir gagner, de pouvoir apporter quelque chose de plus dans le match. Puis il se laissera pas intimider par le lutteur en avant de lui qui est plus gros. Fait que de commencer en visant une jambe. Puis tu sais, c'est un match qui a quand même été une douzaine de minutes. Fait que il y a eu beaucoup de temps. Il y a eu ils ont eu du temps de développer tout le long du match. Fait que l'intensité, j'ai pas une bonne mémoire, je peux pas me rappeler de spots bien précis, là, mais je me souviens juste de l'intensité de ce match-là. Puis il y a un AJ Styles qui revole un peu partout, qui bombe super bien. Fait que pour toutes ces raisons-là, moi j'ai bien aimé ce match-là. Je vous conseille d'aller voir. Puis dans toute l'idée des qualification match pour le Elimination Chamber, c'est tous de très bons lutteurs qui sont dans cette carte-là ou qui sont dans ce genre de
tournoi-là, là, ou le tournoi de qualification. Je pense que Exact. tous les matchs qu'ils vont avoir... On va avoir un Logan là, Paul vont- aussi. Ouais. Un Logan Paul, je pense, pour la première fois, un match à la télé. Je pense que oui, qui n'est pas en PLE. Je crois que En oui. PLA. Fait que j'ai hâte de voir ça aussi. Match Ça en va simple, être, en tout cas. Ouais. ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner dans un Contre contexte comme Kevin ça. Owens, peut-être? Je sais pas ce qu'on va dire. Non, il me semble que Kevin Owens s'en va contre quelqu'un d'autre. Je sais plus. Je me Je sais souviens plus pas. contre qui il s'en va. Mais dans tous les cas, ça va être la semaine prochaine. Fait que ben, pour vous, ça va être cette semaine. Fait que peut-être aujourd'hui, ce soir à Raw ou à SmackDown qui s'en vient. Ensuite, on a Collision. Collision, te laisser parler du match entre Mark Briscoe et Brody King. Bon, là, faut se parler. Là, si vous écoutez de la lutte sur une télé, puis vous avez juste vos petits speakers de télé un peu boboches qui grichent un peu quand tu montes ça de plus haut que 12, investis dans une barre de son, investis dans un système de son, investis dans des bons écouteurs que tu vas aller plugger dans ta télé. C'est un message pour ta mère, ça? Ou Oui, absolument. On a besoin. Non, mais j'écoute sur mon ordinateur, puis j'ai ces écouteurs-là. Ah, ok. Ce qui permet d'avoir un son optimal pour entendre les claques dans le chest que ces deux messieurs-là se sont donnés. Peut-être parce que Brody King a un très gros chest peinturé en noir. On dirait que c'est comme une cible pour aller... Mais Mark Briscoe, les chops qu'il a donné à Brody King, fucking croyable. Le son qui sortait de ces chops-là. Ouais. Puis un match... Brody King, là, moi, il m'impressionne tout le temps. L'athlétisme derrière ce monsieur-là. Puis il pourrait faire un excellent babyface, intense. Tout le monde est derrière. Dit, ça fonctionne super bien. Puis Mark Briscoe, c'est qui est bon. T'sais, on a tout le temps mis Jay de l'avant parce qu'il est un peu plus vieux, il est un peu plus technique que Mark. Mark est un peu plus brawler, un peu plus casse-cou, un peu plus. On veut comparer avec les Hardy, il est un peu plus le Jeff que le Matt Hardy. Matt Hardy est un peu plus le Jay Briscoe. Mais plus de charisme aussi, je pense. Il y avait plus de charisme. Un peu plus de charisme, un peu moins personnage un peu goofy, un peu plus sérieux, surtout dans les promos. Puis Mark, depuis qu'il est en simple, mon Dieu, j'ai pogné une coche là, d'intensité, puis comprendre la chimie d'un match, puis l'histoire d'un match, ça a été super bien bâti. Extrêmement. Je pense que vous le savez maintenant, là, j'aime les matchs qui sont violents, mais qui sont bien réfléchis, qui sont bien faits. Ça a été exactement ça. Tout a écrit en commentaire dans notre dossier qu'on se partage parce qu'on fait pas juste faire ça de souvenirs. Là. On a des notes. T'as dit Cannonball Stiff. Ah oui, mais le Cannonball en début de match là, de Brody King qui rentre là, et qui est immense ce monsieur-là, puis il frappe haut là, son Cannonball, puis je suis comme, comment il fait pour pas blesser personne? Il me fait pas penser, entre lui, c'est un jour qui le fait le mieux, entre Brody King puis Kevin Owens, là, qui a le meilleur Cannonball, là, et que celui-là était très beau contre Mark Briscoe. Fait que c'est en début de match, là, si vous voulez aller le voir, là, et c'était beau. Puis à la fin du match, on a une victoire de Brody. Et là, Julia sort un long clou, c'est nouveau. Un clou de 10 pouces, 12 pouces, un gros tabaslac de clou, là, tu pourrais... Hey, c'est ça. Tu pourrais prendre puis lui donner un coup sur une tête de quelqu'un, puis c'est ça qu'elle fait. Elle fait ça. Et là, t'as Mark qui en beurre épais avec son blood. Il s'est donné une méchante blade job là-dessus. Là, il 2-3 places. Mais ça look là. Ça lookait vraiment. Et là, une Julia fière de son coup. Hein. J'aime le petit côté mesquin, le petit sournois un peu de Julia Hart. Puis je trouve tellement qu'ils ont une belle chimie, Brody King et Julia Hart. Là, ensemble, ça fonctionne. Là, c'est autant de l'autre bord aussi, là, dans les matchs de Julia, je trouve que Brody King amène quelque chose, puis je trouve que Julia amène quelque chose dans les matchs de Brody. Fait que c'est un beau partenariat qu'ils ont les deux, que j'y trouve tous les deux excellents. Fait que, ça pourrait être une entité à eux quand King va House of Black. Simple, quand Malakai va aller signer à la WWE pour retourner voir sa blonde. Who knows? Je sais pas. Who knows? Et sinon, le main event de ce match-là, c'était pour la ceinture internationale entre Orange Cassidy et un lutteur que je connaissais peu, moi, Tomohiro Ishii. Et là, tu sais, quand tu dis bien vendre des gimmicks, bien vendre des personnages rapidement, moi, c'est une des premières fois que je voyais, j'ai pas de mémoire que j'ai vu Monsieur Ishii se battre avant, mais j'ai rapidement compris que lui, c'est un monsieur qui a la peau épaisse, qui tu me donnes un coup, pas grave, m'en fous, je continue d'avancer. Et un bon personnage, une bonne lutte dans ce style-là d'un peu no-sell,
avec un Orange Cassidy aussi, que c'était un peu drôle, où des fois il donne des coups, il y a du no-sell, puis il finit par se décourager, puis il fait juste ses petits coups faibles. Fait que c'était quand même un peu. Ça fitait bien avec le personnage de Orange. J'ai bien aimé, c'était bien construit. J'étais pas sûr au début que j'allais aimer ça. C'est un peu plus dans le style que tu dis que, tu sais, les matchs un peu plus lents en début. Mais ça prend une coche un moment donné, puis c'est très bon. Ça part. Moi, j'aurais jamais pensé que la personne qui vend le mieux un DDT serait Tomohiro Ishii. Là. Tu m'aurais dit ça il y a un an, je t'aurais pas cru. Parce qu'on a vu Tomohiro Ishii, on a vu en début d'année 2023 se battre contre John Moxley. On l'a vu se battre contre Kingston, si je me trompe pas. Ça a donné des matchs très brawler qui fit avec Tomohiro Ishii, qui fit avec son style de lutte parce que c'est un monsieur qui est quand même avancé en âge, qui doit être dans la quarantaine, avancé, qui a quand même un peu tout fait au Japon, mais qui a ce style de brawler-là. Et moi, j'ai découvert un tout nouveau Tomohiro Ishii que je connaissais pas avec ce match-là où, justement, il vend là, les DDT incroyables. Il est un peu plus athlétique, un peu plus... il revole un peu plus partout. Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Moi, je m'attendais un peu à rien. Puis ce qu'il vend est élevé par le fait qu'il fait des no-sells à d'autres coups. Fait que là, là-dessus, il vend. Ça a vraiment fait mal. Fait que j'ai vraiment bien aimé ça. C'était un match de false finish contre false finish. L'arbitre devait avoir mal à la main après ce match-là parce qu'il a tapé du 2. Là. Je les ai pas comptés. Moi, je voulais les compter avant qu'on enregistre. Puis j'ai complètement oublié. Finalement, j'ai fait autre chose. Mais je voulais compter le nombre de false finish. Puis ça doit être du 20-25 facile. Là. Mais c'est un très bon match. Un peu encore. Orange a réussi tout le temps à me surprendre. À sortir des bons matchs contre plein de gens. Cependant, on sent que dans le timing du match, lorsqu'il y a eu la fin, il restait plus grand temps pour Undisputed Era d'aller faire un beatdown même à si Orange. Tony nous a dit que lui il allait continuer tant que ça continue, même son bust, mais finalement il fallait qu'il finisse. Hey, ça a duré en 30 secondes, puis on a eu l'intervention vite fait. Bye bye tout le monde, super vite. Fait que là peut-être un petit manque de timing à noter que Ishii, mais... À noter pas que Trent, mais l'autre, dans Best Friends, s'est fait attaquer par Undisputed Kingdom, plutôt dans l'émission aussi, donc dans l'épisode de Collision. Fait que tout ça, il y a comme un feud entre Best Friends et Undisputed Kingdom. Fait que ceci explique cela, donc le beatdown à la fin. Et c'est ce qui termine nos dégustations de la semaine pour Raw, Dynamite, ou comme dirait Tony Stern, Dynamate, que j'ai bien aimé. C'est bon. Toutes les petites tournures d'avance qu'elle fait. Ainsi que SmackDown, la conférence de presse, qui était un ajout cette semaine, et le Collision de cette semaine. Yes. Suivez-nous partout. Vous pouvez nous suivre partout. Vous pouvez nous suivre partout et nous dire, vous, c'était quoi vos matchs cette semaine. Vous pouvez nous le dire en bas, comme Maxime pointait. Là, quand on dit en bas, c'est vraiment en bas. Là. Tu scroll down par en bas, puis tu vois, tu peux écrire un commentaire. C'est là. Tu dis, moi, cette semaine, j'ai aimé telle affaire. J'ai pas aimé. Je suis d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Mettez le timestamp, donc à quel moment vous écoutez la vidéo, vous êtes pas d'accord, vous êtes d'accord, ou vous voulez juste rajouter un commentaire pour vous dire bon matin, les gars, si vous nous écrivez le matin, ou bonsoir, les gars, si vous nous écrivez le soir. Ça nous aide beaucoup, peu importe le commentaire. Un petit allô, un petit bonjour, un petit pouce. Vous nous suivez partout. Si vous nous écoutez en audio sur votre plateforme de balado préférée, c'est sur Facebook que ça se passe. On poste chaque épisode en dessous de cet épisode-là. Oui, vous pouvez nous dire exactement la même chose. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, exact. Que vous avez aimé, juste un petit coucou, un petit pouce, un petit cœur, un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. On vous lit, inquiétez-vous pas, même si des fois on ne vous répond pas toujours, on vous lit. Le 100% du temps, on voit tout ce qui passe. Donc, on vous remercie aussi de nous suivre. Et on est rendu... on est en Road to WrestleMania, mais on a aussi Road to 1000 abonnés. Donc, pour ça, on a besoin de votre aide. Partagez. Parlez-en à vos amis. Parlez-en aux gens que vous savez qui ont déjà aimé la lutte, qui le suivent peut-être moins. T'as plus à écouter 10 heures de lutte par semaine. T'écoutes 1h30 de podcast. Peut-être un peu plus parce qu'il y en a 2 qui sortent par semaine, mais il y en a au moins un par semaine qui fait tout, qui résume tous les matchs qui s'est passé durant la semaine. Donc, exact. Et qui même visuellement, parce que si vous nous écoutez audio, vous savez peut-être pas, mais visuellement, on met des extraits des matchs quand on les décrit, quand on les fait. Fait que si tu fais ça un peu plus casual, ça te tente pas nécessairement, ben tu regardes la description du match, tu vas voir un peu ce qui se passe. Quand on dit qu'il étrangle quelqu'un puis il pitch à terre comme une figurine, tu vas voir l'image. Tu vas voir l'image de quelqu'un qui pitch quelqu'un comme une figurine à terre. Donc, n'hésitez pas à aller voir également sur YouTube avec le visuel. S'il y a un match que vous écoutez à l'audio, ça a l'air intéressant, mais il y a des images qui supportent tout ça.
Absolument. Donc, on met une note, hein, parce que dans une semaine exactement, ou à peu près, on va peut-être sortir mardi, là, selon si on a besoin du Raw ou non pour faire nos prédictions. Ouais. Donc, soit lundi prochain ou mardi prochain, sortira le questionnaire pour Elimination Chamber, vos prédictions. Donc, comme on a fait au Royal Rumble, on veut avoir vos prédictions, savoir ce que vous savez. Il y a plein de questions. Il n'y a pas juste qui gagne. Il y a aussi, tu vas avoir du sang, qui va se faire éliminer en premier dans l'Elimination Chamber, des trucs comme ça. Fait que c'est une manière de se faire notre communauté, de discuter tout le monde ensemble, de partager un moment. Ça prend un peu de temps à construire de mon côté, mais ça me fait plaisir de le faire parce que c'est une manière de on peut tous et toutes partager notre passion qui est la lutte et c'est le fun de le faire à l'intérieur des pay-per-views que normalement c'est un petit peu moins prévisible. Ouais. À voir si celui-là le sera. Ouf. Sinon, ben, merci beaucoup encore une fois. Mettez un like, un pouce, des cœurs, toutes, des étoiles. C'était Max Perriard ainsi que Pierre Castonguay. On se revoit jeudi 15 février avec un invité cette fois-là. Oh, j'en dis pas plus. Un invité sera là. Fait que ciao tout le monde. Bye bye.